Bonjour à tous, nous voici de retour pour le 53e entretien d'actualité de Rivarol, celui tourné le vendredi 20 janvier 2023, donc double dévotion avec le vendredi qui est un jour où notre Seigneur est mort sur la croix, ce qui fait que nous ne mangeons pas de viande ce jour-là, et le mois de janvier, donc, qui est celui du Saint-Nom de Jésus et de la Sainte Famille. Nous entamons par ailleurs notre début de sixième année d'entretien rivarolien, puisque nous avons commencé en janvier 2018. Donc ici Florian Rouanet, je suis accompagné de Jérôme Bourbon, comme à mon habitude, pour les entretiens rivaroliens. Et bonjour à vous, monsieur. Bonjour Florian, bonjour à tous. Tous mes voeux d'abord pour la nouvelle année. Effectivement, nous avons fêté nos 5 ans, puisque c'était le 12 janvier 2018 que nous avons fait et mis en ligne cette première vidéo rivarolienne. Alors depuis, la chaîne YouTube a connu quelques mésaventures, elle a été censurée. Le 18 décembre 2020, on a recréé une chaîne Odyssée qui fonctionne toujours, une petite chaîne YouTube Jérôme Bourbon. Allez sur YouTube et allez également sur Odyssée, parce que on ne sait pas combien de temps nous resterons vivants. Enfin, nous continuons voilà, ces vidéos en espérant qu'elles vous plaisent. Donc nous allons commencer avec le sujet le plus brûlant depuis ces derniers temps, donc le pardon officiel à la communauté juive de Dieudonné, en sachant qu'en plus la première lettre était déjà étonnante, mais il y en a une seconde, peut-être une deuxième, parce que une troisième. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Il y a eu peu de réactions d'ici là, à part effectivement Benedetti et quelques personnes. Bon, on a déjà parlé un peu de Rivarol daté du 18 janvier. Oui. Hannibal, en dernière page, a fait toute sa chronique là-dessus. Une chronique que je trouve excellente. Bon, j'en ai parlé un petit peu dans l'éditorial. Alain Soral en a parlé, Yvan Benedetti en a parlé dans une vidéo. Donc, il y a quand même eu déjà quelques réactions. Et donc, à mon tour, ce soir, puisque vous avez la gentillesse de m'en parler, eh bien, nous allons aborder le sujet. J'avoue que j'eusse préféré que l'année commença autrement. Hein, qu'elle commença de manière un petit peu plus agréable, un peu plus suave. Et en réalité, c'est vrai que j'avoue que je n'avais pas du tout anticipé cela. Et là, je dois dire que le maître Quenellier a adressé à son public, à ses soutiens naturels, depuis des années, une quenelle d'une dimension exceptionnelle. D'ailleurs, moi je peux plus marcher. 75 épaulés, voilà. D'ailleurs, moi-même, une telle quenelle, moi-même je peux plus marcher. Hein, donc, je peux plus arquer. Hein. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé, dans un but curatif, d'aller dans une ville thermale, à Vichy, dans quelques jours, pour le prix international Robert Forisson, pour essayer justement d'évacuer. Contrebalancer tout ce stress et toute cette difficulté, et au besoin, pendant le voyage, histoire quand même de revenir aux fondamentaux, je pourrais lire Le cri des victimes, le dernier livre de Vincent Renoir sur Oradour. Voilà, hein, autant revenir plein gaz, si j'ose dire, aux fondamentaux. Bon, mais je dois dire que oui, j'avais été surpris parce que Dieudonné, depuis 20 ans, avait tellement été loin dans, je dirais, l'insolence et dans ce qu'on pourrait appeler des positions antisionistes et judéo-critiques que allant jusqu'à, dans un premier temps, rappelez-vous, rencontrer au BBR en novembre 2006, le 10 novembre 2006, pas me chercher sur les dates, hein, Jean-Marie Le Pen, et il avait même fait baptiser un de ses enfants par l'abbé Philippe Laguéry, et Jean-Marie Le Pen en était le parrain. Hein, vous vous rappelez de ça? Ça, donc c'est la séquence 2006-2008, et puis finalement après il est allé encore plus loin, je dirais, dans la désobéissance au nouvel ordre moral et mondial, en quelque sorte, à la bien-pensance politico-médiatique, puisqu'aussi bien il avait le 26 décembre 2008 au soir, au Zénith, et donc à l'issue d'un spectacle intitulé, je cite, J'ai fait le con, hein, eh bien il avait fait monter sur scène Robert Forisson lui-même, au point qu'il avait pu dire, puisque passé de Le Pen à Forisson, il y avait quand même une certaine montée, je dirais, dans l'insolence et l'impertinence. Il avait dit finalement à côté, Le Pen, c'était Casimir dans l'île aux enfants. Et en effet, je veux dire, c'est la bibine à côté, quoi, je veux dire. Hein. C'est comme entre Le Pen et Hitler, quoi, bon, là, c'est de la bibine. Bon, et ben là, en l'occurrence, Le Pen et Forisson, si j'ose dire, voilà, hein, effectivement, voilà, Le Pen, Casimir. Retenez, on devrait l'apprendre aux enfants des écoles. Bien. Et donc il a fait intervenir Robert Forisson, et il est allé beaucoup plus loin, parce qu'avec Forisson, ils ont fait des sketchs. J'ai souvenance d'un sketch, notamment, où Forisson avait sur la tête une kippa. Hein, oui, voilà, oui. Avec Blanc-Rue à l'époque, oui, qui a avec Blanc-Rue, qui lui aussi a évolué, effectivement, depuis, bon voilà. Et rappelez-vous, son film L'Antisémite, notamment,
hein, et notamment les premiers remix. Oui, Faurisson, Faurisson est très bien, absolument. Ils sont dans une espèce de voiture à un moment donné, et à un moment donné, on voit une espèce de rage, de tempête au loin, etc. Et donc je crois que Dieudonné dit au professeur, c'est la Shoah, et Faurisson dit, fais attention à cette salope. Bon, voilà. Bon, bon. Et d'autre part, au début du film, si j'en ai mémoire, parce que j'avoue que je l'ai prévu depuis un certain temps, vous savez, on voit dans une espèce un peu de parodie de film muet en noir et blanc qu'on connaissait dans les années 30. Bon, eh bien, on voit des gens essayer de comprendre comment ça fonctionne, les chambres à gaz, les canalisations, tout ça, etc. Et à un moment donné, il y a quelqu'un, un des acteurs, un des personnages qui s'assoit sur un fauteuil, je crois, et l'autre lui dit « Attention, tu t'es assis sur ma grand-mère ». Bon, voilà. Donc il y avait quand même une insolence particulière, je veux dire, hein, dans ce film, etc. Bon, je veux dire, ça a été quand même crescendo. Enfin, je veux dire, on pourrait reprendre tous les passages dans ces spectacles. Oui, parce qu'on a quand même 23, 24. Voilà, bientôt, que ce soit Mahmoud, que ce soit Le Mur, tout le spectacle est vraiment. Ça, ce ne sera pas effacé, il continuera de les vendre. Voilà ce que je veux dire, c'est que l'aspect positif, c'est que les DVD demeureront. On peut retrouver quand même ces saillies, ces spectacles. Donc c'est quand même quelque chose de formidable. Et puis je veux dire, il y a quand même eu ce succès extraordinaire de cette chanson potache, Chaud Ananas, hein, dont je ne résiste pas quand même à vous donner quelques paroles. Rassurez-vous, je ne vais pas les chanter, hein, encore que ça pourrait être amusant, mais je vais simplement... vous n'allez pas faire comme non, je vais pas faire le batteur, non, je ne vais pas assez révisé pour ça, hélas, je prends de l'âge, mais si vous voulez... Avec un son d'enfant. Mais c'était quand même d'une insolence totale. Tu me tiens près la Shoah, je te tiens près l'ananas, il ne faut pas oublier, il y a moyen d'un petit billet, chaud ananas, chaud abricot, chaud anisette, chaud asticot, chaud artichaut, chaud à la fraise, chaud à la glace, chaud chocolat. Et après on reprend le refrain, chaud ananas, chaud ananas, tu me tiens près la Shoah, je te tiens près l'ananas, chaud ananas. Et puis là, le deuxième couplet, qui est le dernier, qui me paraît le plus insolent, ananas chéri, je ne t'oublierai jamais, tu as tant souffert, et pour tout ce que tu as enduré, nous demandons réparation, qu'il te soit donné un pays au soleil et des millions de dollars, pour les millions d'ananas déportés dans leur jus, pour les millions d'ananas privés de leur famille. Chantons à jamais Shoah, chaud ananas, bon, chaud ananas, etc. Voilà, bon, je veux dire, c'est quelques paroles reprises par un certain nombre d'enfants des écoles, qu'on devra apprendre dans les écoles. Bon, eh bien, chanson potache finalement. Bon, voilà, eh bien, je dois dire que c'était dévastateur cette chanson. Voilà, elle est quand même extrêmement insolente par rapport au dogme. C'est plus violent que les noces à Rebecca. Voilà, donc bon, ça, si vous voulez, elle est très loin. Donc, si vous voulez, moi, elle est tellement loin dans l'insolence. Et je dirais comment dirais-je, dans des positions, on va dire, judéo-critiques, la quenelle également. Parce que maintenant, il ose dire dans sa deuxième lettre d'excuse, datée du 17 janvier 2023 dans Israël Magazine, il ose dire que finalement, ça n'a jamais été un geste antisémite. Bon, moi je veux bien, mais enfin, je veux dire, il l'a quand même fait à un moment donné, dans un contexte très particulier, où il était quand même en guerre totale avec ce qu'il appelle aujourd'hui la communauté juive, quoi, ou moi ce que j'appellerais plus précisément le lobby juif. Bon, voilà. Or, c'est quand même, c'était quand même connoté. D'ailleurs, c'est si vrai que un certain nombre de gens de la communauté juive et même au-delà, de la gauche bien pensante, considéraient qu'il s'agissait d'un salut nazi inversé, et que même Alain Jakubowicz, alors président de l'Elikra, avait expliqué le viol des morts de la Shoah, avait expliqué que ce geste était, je cite, la sodomisation des victimes de la Shoah. Voilà. Hein. Donc il avait été très précis dans son analyse. C'était parti assez loin là. Oui, c'était parti loin. Voilà. Bon, alors que d'autres, on y voyait peut-être qu'un bras d'honneur, mais enfin, j'observe qu'en plus, il y a quand même un certain nombre de gens qui, pour avoir fait des quenelles, ont perdu leur travail. Je pense notamment à des serveurs au Train Bleu, un magnifique restaurant de la gare de Lyon, mais dans d'autres lieux également. Et donc c'est pour ça que je trouve que c'est particulièrement malvenu, même si on va voir jusqu'où il va aller. Hein. Avec Dieudonné, il faut toujours être prudent dans ses déclarations. Enfin, en tous les cas, il est vrai que ça serait une bonne blague au final, mais ça n'a pas l'air d'en prendre le chemin. Ça n'a pas l'air d'en prendre le chemin pour l'instant. Et ce qui me laisse aussi à penser cela, c'est la réaction d'Alain Soral, puisqu'ils ont quand même été compères pendant 20 ans, finalement. Ils sont toujours soutenus publiquement, même s'ils se fréquentaient pas forcément spécialement en dehors de ce qu'ils ont fait ensemble publiquement. Mais enfin, il y avait quand même une solidarité commune publique, et le fait que Soral, sur son site Égalité et Réconciliation, ait réagi quand même tout de suite de manière très claire, très ferme et très négative par rapport à ce que vous avez Dieudonné et tout ça, ça je pense c'est quand même un signe fort, parce que ça marque, c'est que probablement Dieudonné ne lui a pas donné les garanties, considérant qu'il s'agissait d'une plaisanterie ou de quelque chose de potache, que c'est quelque chose hélas de très sérieux, quoi, cette fois-ci. Son avocat le plus proche est passé chez Cyril Hanouna. Qui se voulait très sérieux, voilà, et son avocat. Alors ça
ça n'est pas la première fois que Dieudonné, il est vrai, essaye un petit peu de baisser le ton. Mais il n'était jamais allé aussi loin jusqu'à présent. J'ai souvenance que, d'abord en 2010, dans un livre d'entretien, je crois qu'il avait écrit avec Bruno Gaccio, un ancien des Guignols de l'Info, il disait à un moment donné qu'il vivait très mal le fait d'être un paria, je cite, et qu'il voudrait justement resserrer des liens, retrouver des liens de fraternité. Donc c'était déjà un petit peu un appel. Voilà, il venait de là. Et je pense que quelque part, si vous voulez, il y a toujours une ambivalence chez Dieudonné, c'est que d'un côté, effectivement, eh bien, il était quand même content de provoquer, etc. Surtout qu'il avait quand même un public qui est très important avant d'être privé des zéniths, des salles et tout cela. Donc d'un côté, il était content parce qu'il était un peu unique dans ce cas, hein, et il avait quand même un grand succès, en partie d'ailleurs, en grande partie grâce à ça. Pas seulement parce qu'il a un vrai talent d'humoriste, incontestablement, mais enfin, c'est certain que ça lui a donné probablement encore plus de crédit de cette insolence, finalement, cette provocation, puisqu'au fond, ce qu'on attend d'un saltimbanque, d'un bouffon du roi, d'un chansonnier, c'est quand même, me semble-t-il, d'être particulièrement, comment dirais-je, taquin vis-à-vis des puissants du moment, quoi. Bon, et les puissants du moment, c'est qui c'est aujourd'hui. C'est un peu le rôle de La Fontaine voilà. Bon, donc, il y avait ça, mais je pense qu'il y a aussi d'ambivalence. Quelque part, il regrettait un peu de plus être à la télévision, de plus être invité, choyé comme il l'avait été. Et il y a toujours eu cette ambivalence chez lui. Hein. Bon, voilà. Et donc il y avait ça. Et rappelez-vous, après le mur, lorsque il a, en quelque sorte, là, ça a été terrible avec Valls, alors ministre de l'Intérieur, qui lui a mené une guerre totale, quoi. C'est le seul spectacle censuré. Il l'a refait avec une phrase en moins, celle sur Cohen. Tout à fait, voilà. Qui a obtenu du Conseil d'État Valls l'interdiction, du spectacle qu'il devait donner à Nantes. C'était en janvier 2014 de mémoire, voilà. Et donc, il est certain qu'après, voyant qu'il était complètement bloqué, bon, il a refait un spectacle un peu différent, voilà, effectivement, il avait enlevé les éléments, voilà, tout à fait, les éléments les plus sulfureux. Mais surtout, dans l'année qui a suivi, j'ai souvenance, il avait aussi essayé de donner quelques gages en demandant déjà une réconciliation avec la communauté juive en faisant jouer au Théâtre de la Main d'Or, qu'il avait encore en tant que locataire, un jeune humoriste juif dont, je ne sais pas si vous vous rappelez, dont on n'a plus entendu parler depuis d'ailleurs, hein, il était complètement dénué de talent, il avait pris uniquement c'était un humoriste juif, hein, c'est tout, voilà, pour essayer d'amadouer ou en tout cas d'atténuer les persécutions qu'il subissait, et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais cet humoriste juif à un moment donné crachait là où avait été Frisson, en évoquant Frisson, donc il crachait sur la scène brièvement, parce que c'était sur cette scène qui avait été Frisson, voilà. Bon, c'était en quelque manière déjà que Dieudonné laissait faire ça, c'était du vivant de Frisson, hein, ça encore, je m'en souviens. Bon, c'était déjà un geste, je dirais, de désescalade, hein, et quelque part, je dirais pas de soumission, le mot est excessif à l'époque, mais en tout cas, une volonté en quelque sorte de raccrocher les wagons, en quelque sorte, hein, avec les puissances médiatiques et tout ce qui va avec, hein, voilà. Bon, ça n'a pas suffi à l'époque, ça lui a peut-être gagné un petit peu de temps, peut-être, mais ça n'a pas suffi à l'époque, mais il avait, si vous voulez, essayé ça, et à plusieurs reprises, quand il parle de Dieudonné en paix, etc., on a le sentiment qu'il a quand même envie, en quelque sorte, il vit assez mal quand même, comme il disait à Gaccio, dans le livre d'entretien avec Bruno Gaccio, il a du mal à assumer totalement quand même dans la durée cette situation de paria, et puis je pense que... D'autant qu'au Zénith, excusez-moi, c'est vrai qu'il y avait encore un peu la jet set dans son public. Une partie encore. Une partie encore, c'est ça. Il lui restait une partie encore, et là, évidemment, la tête de Frisson, bon, c'était fini. C'est-à-dire que là, il est arrivé dans une situation, si vous voulez, qui est devenue ingérable, parce que il ne peut plus avoir aucune salle. D'ailleurs, j'ai vu que là, même encore un spectacle qui doit donner quelque part en province, le maire de la ville s'y oppose, donc pour l'instant, rien n'est réglé. On parlera d'ailleurs de la suite après, quel avenir pour Dieudonné, hein. On va essayer d'échafauder des hypothèses, il faut que vous en ayez pour votre argent, bon, voilà. Mais quoi qu'il en soit, oui, il se retrouve dans une situation absolument impossible, et non seulement il n'a plus de salle, donc il devait aller chez des particuliers qui pouvaient lui prêter leur jardin, leur terrain, etc., pour une après-midi ou une soirée pour un spectacle. Bon, ce qui peut être amusant à un moment, parce que ces partisans peuvent considérer qu'il y a une forme presque de magie clandestine, en quelque sorte, dans tout ça, mais au bout d'un moment, c'est quand même amusant et fatigant, c'est compliqué, et même son dieu de bus, dans lequel il donnait des
spectacles avec lesquels il se déplaçait. Il a eu des problèmes également de circulation, de stationnement, puisque on lui a interdit à plusieurs reprises même de stationner ou de circuler dans différents endroits, et c'est de plus en plus compliqué. Donc il se retrouvait complètement bloqué, et même il avait perdu sa chaîne YouTube, on le sait, en juin 2020. Il avait perdu également son Instagram, TikTok, Facebook, etc. Et je dirais que le fait même qu'il ait créé des vidéos payantes, bon, il a sans doute, j'imagine, quelques milliers d'abonnés payants, mais sans doute pas plus. Donc il n'y a plus les rentrées qu'il avait avant. Et puis à cela s'ajoute, bon, outre toutes les condamnations judiciaires qui représentent quand même des dizaines de milliers d'euros, hein, sans même parler des frais d'avocat, hein, qu'il doit payer, parce qu'il a été condamné une dizaine de fois, souvent très lourdement. Hein. Je me rappelle une condamnation où il a donné 50 000 € de dommages et intérêts. Bon, enfin, c'est des sommes très importantes. Et je pense que ce contexte d'assèchement, à mon avis, des recettes, de difficultés fiscales et de manque de rentrée d'argent, je pense, explique, à mon avis, ce qui se passe aujourd'hui. Et je dirais probablement que ce qui a été... Je n'ai pas de preuve de cela, mais disons que c'est une intuition qui me semble quand même fondée un peu sur les faits, sur le contexte général. Je pense que le fait que son compagne, son ex-femme, Noémie Montagne, qu'il a quitté, hein, il y a un certain temps, tout ça, se soit retournée contre lui, et que même depuis octobre 2022, elle ait porté plainte officiellement, publiquement, contre lui pour harcèlement et escroquerie, s'est même confié au journal Libération il y a quelques mois, eh bien, ça, je pense que ça a été probablement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce que il faut pas oublier que, ayant été sa femme pendant des années, ayant participé de très près à ses affaires, puisqu'il a mis gérante de société de production, les productions de la plume, elle doit être au courant de beaucoup de secrets. Le moindre virement qui n'est pas correct, etc. Elle doit être au courant de beaucoup de choses. Ouais. Et je crois elle dispose encore d'un certain nombre comment dirais-je, de casquettes, puisqu'il lui avait donné beaucoup de responsabilités, si vous voulez, pour justement éviter d'avoir à payer les amendes, les dommages et intérêts considérables qu'il avait, en organisant une forme d'insolvabilité, si vous voulez, en faisant en sorte que c'est elle qui est l'essentiel des biens, l'essentiel, que soit elle qui soit gérante et tout ça. Mais le problème, c'est que la difficulté de cette opération, c'est que pour peu que vous fâchiez avec votre femme et votre femme se fâche avec vous, que le divorce se passe mal, que la séparation se passe mal, ça peut être dramatique, quoi. Et les vengeances de femmes peuvent être redoutables. Hein. Toute l'histoire en atteste. Bon, voilà. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, je pense personnellement, sans en avoir, disons, de preuves directes, hein, puisque bon, je n'ai pas eu de témoignage direct, je n'ai pas spécialement cherché à en avoir non plus, mais il me paraît évident, si vous voulez, de l'extérieur, et ça m'a été confirmé plus ou moins par des gens qui sont assez proches de lui. Je pense qu'il y a ce contexte-là, si vous voulez. Et donc, qu'il y ait, si vous voulez, cette volonté de raccrocher les wagons avec la communauté juive, c'est-à-dire en quelque sorte avec ceux qui ont le pouvoir finalement, avec les médias, hein, parce que c'est ça, il faut dire les choses, c'est ça en fait. Bon, eh bien, je pense que effectivement, c'est ce contexte-là. Pas oublier non plus que les positions judéo-critiques et antisionistes de Dieudonné, elles sont quand même dues pour l'essentiel à un ressentiment qui est lié à ce qui s'est passé en janvier 2002, lorsqu'il préparait un film sur le Code noir, sur l'esclavage au XVIIe siècle, et que les avances sur recettes lui ont été refusées. Et là, il s'est dit, pour la Shoah, pour tout ce qui concerne la souffrance juive, la mémoire juive, là, finalement, le chéquier est ouvert en permanence, si j'ose dire, et sans limite, ni quantitative, ni qualitative. Bon, en revanche, s'agissant d'un film sur la traite triangulaire, eh bien là, en l'occurrence, on me les refuse. Et c'est à partir de là que petit à petit, si vous voulez, tel le petit poussé qui, je veux dire, mais le long de son chemin, je veux dire, laissait tomber des petits cailloux. Lui, il a laissé des petits cailloux judéo-critiques de plus en plus forts. Quoi, oui, etc. Le sketch chez Fogiel, dans lequel a été présent Jamel Debbouze. Oui, en 2003, il y a 20 ans. J'ai l'impression qu'on referme 20 ans, quoi, quelque sorte. Qu'on referme 20 ans, finalement. Mais après, il y a le côté, il part à la retraite, il y a des soucis de toutes parts. On va après tout ça, Oui, il y a le contexte, on a dit, c'est ça. Mais il avait déjà dit dès 2002, il y avait déjà quelques petits cailloux du petit poussé qu'il avait fait, en l'occurrence, ou du grand Camerounais, je ne sais pas. Bon, parce qu'en l'occurrence, il avait dit, je crois que c'est de mémoire, je crois que c'est dans une interview au journal du dimanche. Il avait dit en janvier 2002, retenez bien les dates, janvier 2002, eh bien, il avait dit, le racisme a été, je cite, donc, entre guillemets, le racisme a été inventé par Abraham, le peuple élu, c'est le début du racisme,
les Juifs, c'est une secte, une escroquerie. Les Juifs, c'est une secte, une escroquerie. Et donc, c'est là où les premiers procès avaient déjà commencé contre lui de la part de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, de la LICRA, du Consistoire, etc. Et c'est là que, même s'il avait été relaxé en première instance en appel parce que, à ce moment-là, la justice n'avait pas pris en compte tellement son évolution, pensant qu'il était toujours issu de la gauche antiraciste. Il ne faut pas oublier que Dieudonné... il n'a jamais trop changé non plus. Il a toujours défendu la cause noire, il a toujours insisté sur ses origines africaines et camerounaises. Alors œcuménique avec l'islam. N'insistant jamais sur ses ascendances également bretonnes, puisque elles sont, c'est vrai, du côté maternel camerounaises, mais il est vrai aussi que du côté maternel, elles sont bretonnes. Donc je dirais c'est 50-50 finalement. Il en a déjà parlé, mais moins. Oui. Oh, il en parle quasiment jamais. Il met vraiment en avant la dimension camerounaise et on ne voit jamais la dimension bretonne, alors que finalement, toute sa vie, toute sa carrière, c'est quand même en France qu'il l'a faite, quoi, je veux dire. Voilà. Qu'il soit attaché au Cameroun, on le comprend parfaitement. Mais et c'est vrai que chez lui, c'est quand même très présent et c'est toujours resté très présent. Bon. Et donc, il est certain qu'il est issu de la gauche antiraciste et on a quand même le sentiment qu'au fond, fondamentalement, c'est comme resté un homme de gauche. Simplement un homme de gauche qui a évolué sur la question juive, bon, de toute façon, il y a toute une gauche qui historiquement est antisioniste également. Mais finalement, on a l'impression qu'il revient un petit peu quelque part à ses origines finalement. C'est-à-dire le Dieudonné d'avant, d'ailleurs, il veut semble-t-il refaire un spectacle ou une association avec Elie Semoun, avec lequel d'ailleurs il n'a jamais vraiment rompu. Hein, puisque finalement, c'est toujours pareil. Publiquement, c'est comme Jamel Debbouze aussi également. Si vous voulez, publiquement, c'est comme ces gens-là dépendent des médias, ils gagnent des sommes considérables par les médias dont on sait qu'il les tient. Forcément, ils pouvaient pas défendre Dieudonné, mais ça n'empêchait pas qu'en privé pour avoir des rapports. Semoun n'a jamais rompu avec Dieudonné ni l'inverse. Hein, voilà. Je pense que si on savait tout, on serait étonné, si vous voulez. Ouais, mais si vous voulez, s'ils veulent pas perdre leur place, ils sont obligés de toute façon, de dire des choses conformistes, si vous voulez. Et je veux dire d'ailleurs que la rupture en 1997, puisqu'il y avait eu Luo, Semoun, Dieudonné pendant 5-6 ans, il s'était passé chez Arthur, lui-même de la communauté, et en 97, ils se sont séparés, non pas pour des questions de choix ou tout ça, puisque Dieudonné n'avait rien dit à ce moment-là, c'est pour une histoire d'argent. Et Elie Semoun avait dit à l'époque, de nous deux, c'est pas moi le juif. Il avait dit, par rapport à la question d'argent, il avait dit ça. Et finalement, c'est amusant de y réfléchir parce que c'est vrai que depuis, c'est vrai qu'on a quand même eu, la nana-assurance, on a eu la nana-assurance, on a eu le Zincoin, on a eu le Sestrel. Et c'est vrai que il a un rapport à l'argent, Dieudonné, qui, disons, allez, on va être gentil, qui est particulier, quoi, je veux dire, voilà. Un peu celui de Le Pen, finalement. Je suis peut-être un peu sévère, mais il y a un peu de ça, quand même, si vous voulez, voilà. Il y a un peu de ça. Et donc, d'ailleurs, je veux dire que dans sa demande de pardon qu'il a faite, il l'a fait à la communauté juive, mais il aurait peut-être pu le faire aussi, si vous voulez vraiment avoir un pardon universel, exhaustif et objectif, aussi à ses partisans, avec lesquels il a été quand même parfois un peu limite pour être gentil, justement avec ce qu'on a dit, l'assurance, c'est Sestrel, voilà, hein, la vente de cercueils chrysálides, j'en passe, c'est des meilleurs ou des pires, voilà. Mais on savait tout ça, je l'avais évoqué rapidement en janvier 2020, j'avais dit, ce Dieudonné commerçant, c'est pas celui que je préfère, mais on lui pardonnait quand même parce que il y avait tout le reste finalement. Il y avait Forisson, il y avait la quenelle, il y avait ces spectacles fantastiques, il y avait ses saillies, et puis un immense talent de comédien, de saltimbanque aussi, un excellent talent d'imitateur également, imitant différents accents et différentes nationalités de manière remarquable. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit maintenant, il y avait peut-être des signes, alors c'est facile à dire après, il y a des signes qui peuvent laisser penser que peut-être effectivement il y aurait une évolution dans ce sens. Mais si vous voulez, comme le positif l'emportait largement sur le négatif, on a toujours tendance à privilégier le positif et à ne pas trop s'attacher au négatif, même si on le voit. C'est comme dans une amitié, ou c'est comme dans un couple. Le mari trompé, par exemple. Hein. Quand je dis le mari trompé, je dis pas que c'est du vécu. Je dis pas que c'est du vécu, mais je prends un exemple. Voilà, je prends un exemple. Tiens, écoute, ça te fera du bien, toi. Bon. Le mari trompé. Je veux dire la femme trompée, mais on va prendre le mari trompé, puisque nous sommes des hommes, hein, donc on va aller, voilà. Chacun va midi à sa porte. Et donc, en quelque sorte, il peut voir quelques signes, etc. Dire, tiens, c'est bizarre, jusqu'à présent, ma femme ne se maquillait pas, ma femme ne s'achetait pas de nouvelles toilettes, tiens, c'est bizarre, je sais pas, souvenance d'avoir... Non, je plaisante. Non, mais enfin, voilà. Enfin, bref, donc, je veux dire, il peut y avoir des signes, si vous voulez, qui montrent, si vous voulez,
qu'un mari peut être trompé. Bon voilà, mais si vous voulez... Du genre Racine au XXIe siècle, vous... Alors, faut bien meubler, bon mais, non, mais je veux dire, fondamentalement... Non, excusez-moi, mais je suis stupéfait, moi, je suis démonté complètement par Dieudonné, quoi, je veux dire. Non, mais je veux dire, c'est vrai, on s'y attend pas, c'est terrible. Bon, bref, donc, je vous dis, il y a souvent des signes qui peuvent laisser penser que, voilà, mais si vous voulez, le mari fait confiance à sa femme, bon, bah, c'est signe. Après, il dit, oui, j'aurais dû penser, mais voilà, on fait confiance, quoi. C'est comme Dieudonné, le public lui a fait confiance, donc, il lui a fait avaler les Lincoln, il lui a fait avaler l'assurance, et il lui a fait avaler l'ananas, bon, je veux dire, voilà. Bon, et donc, mais si vous voulez, j'aurais jamais pensé quand même. Non, mais j'aurais jamais pensé que sa quenelle la plus importante, la plus imposante, c'est à son public. Qui l'a dit. C'est terrible, c'est terrible. Moi, je peux plus marcher. C'est dur, oui. Je me souviens que Alain Soral, chez Ardisson, c'était du 2002-2003, disait c'est vrai que le comique a tendance aussi à peut-être être moins cultivé, moins stable sur ses positions. Donc, c'est pas un militant politique acharné. Non, c'est sûr. Mais enfin, disons... Bon, cela dit, bon, il faut quand même dire les choses. Je pense que Dieudonné a quand même beaucoup apporté pendant 20 ans. Ça restera tout ce qu'il a fait, tout ça, je veux dire. Bon, évidemment... Ça, c'est sûr. Oui, évidemment, je ne regarderai plus exactement... Je ne regarderai plus exactement de la même façon la quenelle qu'il m'a donnée en 2021, finalement. Quenelle de la subversion. Parce que finalement, maintenant, je sais plus trop. C'était la seule chose que j'ai jamais réussi à apporter à ma femme, à mes enfants. D'ailleurs, mes enfants étaient méchants, ils disaient, mais on voit bien que c'est pas de leur faim, ça. Bah, j'ai dit, c'est Dieudonné, il faut pas non plus trop demander. Mais, non, c'est pas ça, mais c'est déjà gentil de me redonner ça. Bon, mais qu'est-ce que je vais en faire? Je vais même pas la jeter maintenant. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez? Il y a que ça. Sinon, j'ai toujours rapporté que des contraventions automobiles et des amendes, des dommages et intérêts à payer, quoi. Et des peines de prison avec sursis. Donc, c'est la seule chose que j'ai apporté. Bon, je pensais qu'elle redonnait mon salon. Bon, je dis pas que c'est forcément d'un goût esthétique exceptionnel, hein, mais de loin, on peut croire que c'est de l'or. De loin, oui. Voilà. Mais bon, je vais la regarder quand même. Voilà. Mais c'est vrai que même écouter Show d'Ananas, regarder ces spectacles, on ne pourra pas le faire exactement de la même façon qu'avant cet épisode, quoi. Effectivement, hein. On se sent floué en quelque sorte. Bon. Mais ce qui prouve, vous voyez, et c'est les leçons, là je plaisante, mais ce qui est clair, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en réalité, je l'ai souvent dit, je le répète, il ne faut pas faire une confiance aveugle à des hommes, non plus qu'à des organisations d'ailleurs. Ce sont les principes. Une organisation, c'est une société d'hommes. Voilà, c'est vrai, mais c'est la doctrine et les principes qu'il faut défendre, auxquels il faut tenir, quoi. Parce que sinon défendre le bien, combattre le mal, voilà. Et donc, lorsque quelqu'un qui a combattu vaillamment, courageusement, pendant des années, à un moment donné cède, trahit, ou en tout cas évolue de manière, se renie, ou évolue en tout cas de manière tout à fait regrettable, négative, etc. Bon, c'est très regrettable, hein. Mais tant pis, le combat continue, donc il faut continuer le combat. Nous, on lâchera rien, hein. Je veux dire, on continue tant qu'on peut continuer, voilà. Vous n'avez pas envoyé une lettre à Israël Magazine pour dire que vous avez envie de visiter Auschwitz avec un rabbin, ça? Non, ça risque pas, mais ce qui m'a un petit peu choqué, si vous voulez, notamment dans je crois, une intervention récente de Dieudonné, c'est qu'il a dit il faut que Israël demande pardon aux Palestiniens et les Palestiniens à Israël. Mais enfin, c'est quand même pas la même chose. Je veux dire, on peut mettre au même niveau les victimes et les bourreaux. Ça, je veux dire, ça n'a pas de sens, quoi. Je veux dire, là, il faut pardonner au sang des drains et à Jésus-Christ en même temps. Non, mais c'est invraisemblable, cette histoire. Je veux dire, c'est fou quand on y réfléchit. Bon, oui, il fait un traitement égalitaire de la chose. Et puis bon, on voit très bien que ça passe quand même par l'antisémitisme, tout ça, puisque c'est Israël Magazine, c'est Darmon, c'est directement la maison mère. Il disait toujours, les artistes, ça fait du bien pour leur carrière de retourner à la maison mère. Je sais pas, il parlait de Bruel ou d'autres, je ne sais plus, Dieudonné. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la même chose. Il retourne à la maison mère, finalement. Bon, c'est quand même triste, parce que et on voit très bien que là, il a pris le lien beaucoup plus le lien de l'antisémitisme, beaucoup plus que de la communauté juive française, c'est-à-dire du CRIF, etc. On voit très bien que il est allé directement à Israël. Hein. Israël Magazine, c'est ça. Hein. C'est vraiment, c'est l'État hébreu. Voilà, je veux dire, c'est vraiment Tel Aviv, quoi. Je veux dire, hein, voilà. Donc c'est très intéressant. Et vous remarquerez que les gens qui le soutiennent dans la communauté juive, c'est des gens qui sont plutôt quand même proches des likoudniks, de l'extrême droite, de la droite sioniste. Hein. Les plus gauchistes ont refusé les excuses. Genre Goldanel, genre Elisabeth Lévy, qui a dit
d'ailleurs ça fera un antisémite de moi. Ce qui est vrai d'ailleurs, c'est-à-dire que les juifs qui ont bien des défauts, mais qui en général sont loin d'être idiots, ils ont bien conscience qu'une telle prise, pour eux, c'est quand même énorme. Donc bien sûr, ils lui feront faire toutes les pénitences ou chemin de croix possibles, etc. Et à mon avis, il n'obtiendra rien ou quasiment rien en retour, ou des miettes, mais en revanche, c'est une belle prise pour eux, parce que ça divise effectivement les gens qui le soutenaient, ça crée une guerre finalement maintenant entre Soral et Dieudonné, alors qu'ils étaient quand même main dans la main depuis 20 ans. Ça affaiblit quand même objectivement le courant judéo-critique et antisioniste. Oui, ça peut démoder ses positions, etc. Il y a toujours une partie de gens qui sont écœurés, qui sont dégoûtés, qui vont partir dans ces cas-là, ou qui savent plus où ils habitent, etc. Donc je dirais qu'il y a quelque chose d'assez, comment dirais-je, de très négatif là-dedans, si vous voulez. C'est-à-dire que lorsque vous avez des divisions comme ça, où vous avez quelqu'un qui déserte le combat, puisque c'est une forme un peu d'abandon du combat, de désertion, dont on verra si elle dure ou pas, mais j'ai quand même l'impression, hélas, j'aimerais de tout cœur me tromper, hein, mais j'ai quand même l'impression que là c'est parti pour durer quand même, que cette fois-ci, probablement encore une fois, je pense, même s'il y a toujours une velléité chez lui dans ce sens, je pense qu'elle a été actualisée par ces problèmes conjugaux, fiscaux, juridiques. Pas oublier quand même que je crois que la Cour de cassation doit se prononcer bientôt sur 2 ans de prison ferme auquel il a été condamné pour fraude fiscale, blanchiment et fraude fiscale, voilà. Donc, ou alors je crois que où il risque en théorie au moins 2 ans de prison ferme. Alors il y aura peut-être un bracelet électronique, il y aura peut-être un aménagement de peine quelconque, mais on voit très bien qu'en plus il est un peu dans la tempête, quoi. Donc c'est pour ça que si vous voulez, c'est un peu délicat près de cette question, parce que d'un côté, si vous voulez, je ne veux pas non plus être trop dur, vu tout ce qu'il a apporté depuis 20 ans, hein, et c'est vrai que ça restera, mais d'un autre côté, précisément parce qu'il a été très loin, qu'il a été courageux pendant des années, ça rend d'autant plus triste, et par certains côtés d'autant plus scandaleux et d'autant plus abject, faut dire ce qu'il est en train de faire actuellement, quoi. Voilà. Hein. Même si on peut peut-être trouver des circonstances atténuantes du fait de sa situation, c'est entendu, mais on peut toujours trouver dans une forme de reniement, de trahison, des circonstances atténuantes. On peut toujours en trouver, hein. On peut toujours en trouver, et certaines peuvent ne pas être totalement anodines, mais il ne reste pas moins qu'une trahison reste une trahison, un reniement reste un reniement, et j'ai quand même du mal, alors, parce qu'au départ, si vous voulez, je m'étais dit, bon, pour l'instant, il n'a rien enlevé de son site, il n'a pas renié Frisson, mais quand il dit quand même dans le message du 17 janvier à Israël Magazine que si le grand rabbin de France est toujours d'accord, ainsi qu'il lui avait proposé il y a 20 ans, il est prêt à aller à Auschwitz avec lui, si ça c'est pas un reniement de Frisson, c'est quoi hein, aller à Auschwitz, parce que je pense pas qu'il va à Auschwitz pour faire une quenelle. Hein, je pense pas. Ou alors ça serait suicidaire. Je pense pas qu'il va à Auschwitz pour chanter Chou Ananas. Hein, je pense pas qu'il va à Auschwitz pour faire un remake de son film antisémite, quoi. Voilà. Bon, donc s'il y va, c'est dans une démarche d'humiliation, de pardon, de soumission, parce que vous remarquerez quand même que dans tout ce qu'il a dit et écrit jusqu'à présent, c'est quand même une soumission totale. Il y a aucune contre-attaque, parce qu'il pourrait dire je demande pardon si tel excès, telle outrance. Bon, et encore, n'est-ce pas le propre, encore une fois, d'un chansonnier, d'être dans l'excès, dans l'outrance. Hein. Il me semble que c'est le propre du bouffon du roi, du chansonnier, du saltimbanque. Sinon, oui, quoi c'est donc ça n'a pas de sens. Et puis, je veux dire, à ce compte-là, pourquoi cibler la communauté juive? Parce que même s'il est vrai que ces dernières années, bon, ces attaques ont été centrées essentiellement là-dessus, c'est vrai. Mais avant, c'est surtout les catholiques et les blancs qui le dénonçaient. Hein. Il a eu des propos sur l'Église catholique extrêmement violents, en disant qu'elle était totalitaire, qu'elle était guerrière, que elle avait toujours soutenu l'aristocratie à l'armée, qu'elle était responsable de la traite négrière, ce qui est faux d'ailleurs. Bon, bref, mais voilà, il a souvent toqué les blancs, le drapeau français, en disant excusez-moi pour l'expression, mais qui chiait dedans, ou un truc comme ça. Enfin, il avait quelque chose d'équivalent au début des années 2000 dans ce sens-là sur le drapeau français. Ouais, donc, si vous voulez, après il n'a plus reparlé, c'est vrai de tout ça, mais à la limite, si vous voulez vraiment faire une demande de pardon, pourquoi ne pas la faire aussi aux Français, aux nationalistes, aux catholiques, qu'il avait insulté. Hein, il n'y a pas de lobby très puissant. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est ça aussi qui est gênant, si vous voulez. Bon. Et d'autre part, il faut dire aussi que on dit, il veut essayer de faire croire qu'il y a une démarche christique dans sa démarche. Mais attention, je veux dire, le Christ, l'acte de contrition est étrange. Oui, mais attention, parce que le Christ, il a effectivement accordé son pardon aux gens qui l'ont mis à mort, qui l'ont crucifié, qui l'ont flagellé, qui l'ont couvert d'une couronne d'épines, c'est exact, mais il n'a jamais demandé pardon. Et c'est normal puisqu'il n'avait commis aucune faute, si vous voulez. Or, s'il n'a pas commis de faute, et moi j'ai pas le sentiment que dans son métier d'artiste, de saltimbanque,
de gesticulation artistique, comme il dit, il est commis de faute. En tout cas, de faute qui justifie une demande de pardon public. Hein, voilà. Et surtout, uniquement ciblé à une seule communauté. Voilà. Bon, ça n'a pas de sens, si vous voulez. C'est comme mettre au même niveau Israël et la Palestine. Bon, même s'il est vrai que son combat favorable à la Palestine, je ne sais pas dans quelle mesure il est sincère, je l'espère. Mais enfin, rappelez-vous du million de francs CFA quand même. Hein. Il dit qu'il a donné 1 million à la Palestine, c'était pas 1 million de francs ni 1 million d'euros, c'était 1 million de francs CFA. Hein. Bon voilà, ça avait déjà fait jaser à l'époque. Donc si vous voulez, il y a toujours quand même des ambiguïtés, des ambivalences chez le personnage, si vous voulez. Moi j'ai l'impression que comme beaucoup d'humoristes et comme beaucoup de gens aujourd'hui, il ne croit en rien, si vous voulez. Hein, il a un talent fou, incontestablement, qu'il a eu un courage incontestable. Ça, c'est toujours difficile de brûler ce qu'on est encensé, moi. Et je crois qu'il faut essayer d'être très nuancé et de dire les choses telles qu'elles sont. Un talent fou, incontestablement, un grand courage pendant une vingtaine d'années, admirable bien des égards. Donc ça, il faut le dire. Les spectacles resteront, les saillies resteront, mais en même temps, je pense que si vous voulez, que c'était pas quelqu'un qui était mu par des convictions, par un idéal, par une colonne vertébrale doctrinale, ou idéologique, si vous voulez, ou même politique. Pas du tout, pas du tout. Je pense qu'il avait un fond qui était plutôt de gauche antiraciste à l'origine, et plutôt anticlérical, défendant la laïcité. Je rappelle son spectacle sur la laïcité en 2005. Bon voilà. Même s'il a un petit peu évolué sur certaines choses, mais bon, si vous voulez, c'était pas un homme de doctrine. Et le problème, si vous voulez, c'est que c'est un peu le problème aussi des amuseurs, c'est que ils ont tendance à rire de tout. Et le problème, c'est que une société de la dérision, c'est quand même fâcheux parce que il y a des choses dont, à mon sens, on ne peut pas rire. Moi, je suis le premier à aimer rire, mais celui-là, on ne peut pas rire de Dieu, on ne peut pas rire sur la morale, on ne peut pas rire, sur la nation. Enfin, il faut faire très attention. Bon, voilà. Sur un meurtre horrible. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, on peut pratiquer une forme d'humour noir. C'est d'ailleurs là, bien que vous savez combien j'apprécie l'humour et le talent de Pierre Desproges, et c'est là où je serais pas tout à fait d'accord avec lui quand il dit à un moment donné, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Bon, je crois pas qu'on puisse rire de tout, au sens où ça peut quand même amener à désacraliser des choses qui objectivement sont sacrées. Je veux dire, hein, comme est le cas de la religion. Bon, bah, voilà. Et donc, si ça doit amener à des blasphèmes, si ça doit amener à des choses totalement impudiques, etc. Voilà. Donc, si ou scatologique, etc. Voilà. Donc je pense que voilà, mais on peut faire de l'humour sur énormément de choses, c'est évident. Mais rire de tout, je pense que c'est quand même aussi un peu dangereux. Donc il y a de ça, si vous voulez. Il y a le fait que si vous voulez, on est dans une société un peu anarchiste, enfin en tout cas un peu où il n'y a plus vraiment de conviction, plus de colonne vertébrale, et c'est ça qui est dramatique, si vous voulez. Voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle je crois que bien qu'il faille faire de l'humour, et c'est très important de l'humour. Hein. Moi je me suis toujours méfié des gens qui n'avaient aucun sens de l'humour, parce que c'est très dangereux, ils se remettent jamais en question, et c'est pas très agréable. D'ailleurs, ça donne les gauchistes très moralistes. Il faut faire très attention, agressifs d'ailleurs. Toi qui veux prendre femme, fais attention, je te dis, prends une femme qui a de l'humour. Hein. Sinon, tu vas vivre l'enfer. Voilà. Non, mais c'est très important. Moi, j'aurais jamais pu prendre une femme qui n'avait pas d'humour, par exemple. Voilà. Comme disaient des proches, moi, une femme qui met d'humour, qui a de l'humour, pour moi, c'est fantastique, quoi. Elle peut tout obtenir de moi, ajoutait-il. Moi, j'irai pas jusque-là. Mais je veux dire, non, quand même. Mais, je suis marié. Mais je veux dire, mais fondamentalement, c'est vrai que quelqu'un qui a de l'humour, c'est formidable, quoi. Bon, surtout s'il a bon escient, s'il est bon, voilà. Mais, s'il est bon enfant, voilà. Mais, voilà. C'est un peu les limites, si vous voulez, de cela, voilà. Mais, encore une fois, moi, je dirais, si j'avais résumé cette affaire, je dirais Dieudonné, reconnaissance pour tout ce qu'il a apporté depuis 20 ans. Donc, gratitude pour cela. Et, moi, je crois qu'il faut être juste, pas le descendre en flèche de manière unilatérale. Oui, il y a une époque où notre milieu, en plus, était presque invisible. Tout à fait. Parce qu'il a quand même, voilà, il faut dire aussi qu'il a quand même amené quand même beaucoup de gens à se poser des questions, notamment sur tout ce qui concerne l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, enfin, beaucoup de questions taboues, alors que nous, on le fait également depuis même bien plus longtemps, mais avec évidemment un public beaucoup plus réduit. Et lui, il a quand même réussi à toucher quand même, notamment la jeunesse, etc. Bon, ce qu'a fait aussi ER de son côté, hein, mais Dieudonné peut-être encore à une plus grande échelle, avec ses spectacles, etc. Avec et les donc, extra-européens. Tout à fait. Un public black blanc-beurre, disons. Voilà, un public pluriel, de France plurielle, si je veux dire. Voilà. Bon, eh bien. Mais pas celle de Bernard-Henri Lévy. Non, c'est vrai. Mais ça, c'est quand même très positif. Et je pense quand même que ça restera. C'est-à-dire que les gens, par exemple, qui se posent des questions sur ces sujets tabous, bon, bah, c'est pas parce que maintenant, à mon avis, Dieudonné revient en arrière qu'ils vont forcément changer d'avis. Je ne pense pas. S'ils ont été convaincus, il n'y a pas de raison, a priori, qu'ils reviennent en arrière. Hein. Donc, si vous voulez, le bien qui a été fait, à mon avis, malgré
ce qui se passe aujourd'hui qui est très triste et qui peut troubler, ça n'efface pas quand même tout ce qui a été fait depuis 20 ans. Évidemment. C'est pour ça que certains refusent ces. Bien sûr, pardon, évidemment, évidemment. Donc évidemment, ça crée un trouble, ça crée un malaise, ça crée des divisions, des interrogations, ça crée de l'écœurement. Les gens peuvent se dire tout ça pour ça. Oui, c'est vrai. Et je dois dire que de toute façon, vous savez, la vie ici-bas, elle est pleine de désillusions. Hein, et je dirais, moi, depuis que je suis la vie politique, depuis près de 40 ans maintenant, eh bien, je n'ai connu quasiment que des désillusions avec Le Pen, qui a soutenu sa fille, qui a pris des positions quand même très surprenantes sur de sujets, appelant les gens récemment à se faire vacciner, se disant favorables à la PMA pour les lesbiennes, à l'union civile des homosexuels. Enfin, il a tenu des propos ces dernières années que j'ai trouvé stupéfiants, quoi, se ramollissant vraiment et finalement accompagnant sa fille, finalement. Hein, même s'il y a parfois des bisbilles entre eux, mais finalement, bon, voilà, j'étais très déçu de cela. Ça n'enlève rien, par ailleurs, au discours remarquable qu'il a pu faire, au courage qu'il a pu avoir dans un certain nombre de circonstances. Mais enfin, il y a quand même une grande déception à la fin. Donc, vous savez, je pense souvent au livre de Harold Pakis, Illusion, désillusion, hein, voilà, qu'il a écrit dans sa prison avant d'être exécuté, narrant les derniers mois de la collaboration à Paris. Bon, c'était pas toujours très glorieux. Bon, voilà, Illusion, désillusion, ou même on pourrait citer le livre de Rebatté de 1942, Les décombres. On pourrait écrire Les décombres bis aujourd'hui, hein, parce que vraiment, quand on voit ce qui se passe, c'est quand même assez hallucinant. Voilà. Donc, si vous voulez, voilà, donc il faut pas. C'est pourquoi. Bien sûr qu'on est tous des êtres de chair et de sang, donc c'est normal qu'il y ait une dimension affective dans le combat. Voilà. Mais il ne faut pas que la dimension affective, surtout quand on est déçu, trouble et égare. Les principes demeurent, les vérités demeurent des vérités, et le combat doit continuer. Et voilà, donc évidemment, Dieudonné, c'est une prise importante pour le lobby juif, c'est vrai, et c'est une perte importante pour nous. Ça c'est certain, c'est évident, il faut voir les choses en face. Hein. Il ne faut pas essayer comment dirais-je, de rendre la situation meilleure qu'elle ne l'est. Mais le combat continue. Et tout ce qu'il a apporté demeure. Oui, il y a le Ventennio de Dieudonné, quoi. Après le Ventennio fascista, quand même, il y a eu quand même 20 ans qui étaient... Voilà, il y a eu 20 ans quand même formidables, voilà. Il y a 20 ans exceptionnels, et donc il ne faut pas oublier tout cela. Ça restera, ils ne vont pas pouvoir tout effacer quand même. Il y a les DVD, il y a encore des chaînes où on peut trouver quand même, sur Internet, on peut arriver à trouver quand même relativement facilement, et même souvent de manière gratuite, ces spectacles. Par conséquent, moi je crois qu'il faut quand même s'en nourrir, enfin, dans ce qu'ils ont de positif, dans ce qu'ils ont de sulfureux, dans le bon sens du terme, voilà, parce que il y a un certain nombre de vérités qu'il a dites et qui demeureront, et notamment ce compagnonnage pendant quand même plusieurs années, hein, au fond jusqu'à la mort de Frisson. Il avait quand même dit à la mort de Frisson qu'il perdait un ami et que je ne t'oublierai jamais, Robert, il a dit, et il a même ajouté crânement, il n'y a que pour toi que j'aurai un devoir de mémoire. Hein. Donc c'est assez insolent. Bon, malheureusement, s'il se confirme qu'il va à Auschwitz, le devoir de mémoire et la fidélité à Frisson, elle en prendra quand même un coup. Hein. Ah ouais, voilà. Sûr, parce que moi j'avais trouvé magnifique cet hommage et surtout la petite quenelle sur le devoir de mémoire. Hein. C'était taquin ça. Voilà. C'est taquin. Bon. Et donc, bon, c'est vrai que c'est très dommage, et je dois dire que ça faisait des mois qu'il nous parlait d'un invité mystère. Je pensais quand même pas que ce serait Francis Lalanne. Hein. Parce que Francis Lalanne, franchement, outre que c'est très démodé, il n'y a pas plus pro-israélien que ça. Je veux dire, c'est effrayant. Mais oui, avec le recul, j'ai l'impression que l'opération Bigard, Jean-Marie Bigard, qui soit dit en passant, moi je trouve qu'il a aucun talent, c'est que vraiment de la scatologie et de la pureté, de la vulgarité, ça n'a aucun intérêt, quoi. Je veux dire, bon voilà. Et donc, je pense que Bigard, avec le recul, je pense que c'était déjà une opération pour essayer de rentrer dans le système, vous voyez, par étapes, d'essayer de se blanchir, si j'ose dire. Prenez-moi pour l'expression, auprès, disons, de la communauté organisée, quoi, finalement. Puisqu'en fait, on comprend très bien dans cette affaire, comme dans tant d'autres, on l'a vu pour le rappeur qui a tenu des propos jugés antisémites, voire hitlérophiles, qui a perdu aussitôt toute société de produits, enfin toute ses producteurs. Oui, c'est ça, voilà. Donc on voit très bien que finalement, quand on nous dit bon, le lobby juif n'est pas puissant, n'existe pas, oui, mais à chaque fois qu'il y a des gens qui prennent, comment dirais-je, des libertés purement verbales même sur cette question, tout de suite ils sont sanctionnés de manière immédiate et rapide, hein, et violente. Hein. Bon, voilà.
hein, il a quasiment tout perdu. Il s'est pas renié, je crois, lui, il me semble, jusqu'à présent. Non. Hein, il s'est pas renié. Ouais. Est-ce qu'il mettra 20 ans comme Dieudonné? Je sais pas. Bon, enfin bref, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, on voit très bien que bon, de toute façon, il faut marcher ou pas. Si on veut réussir, faut marcher dans la combine. Et en politique, c'est pareil, si vous voulez, comme dans les affaires, partout. C'est pour ça que Marine Le Pen, c'est pour ça que toutes les extrêmes droites en Europe et tout ça, elles sont toutes cachérisées parce que elles ont bien compris que si elles veulent accéder aux médias, accéder au jeu électoral, accéder d'une certaine manière à une forme de pouvoir, mais qui n'a qu'un pouvoir apparent, puisqu'au fond, il faut faire ce que la communauté dit qu'il faut faire. Bon, voilà. Bon, bah, il faut passer sur les fourches codines, du chouattisme. Alors, c'est ce qu'a fait également Meloni en Italie, ce qu'avait fait ses prédécesseurs avant, ce qu'avait fait Gianfranco Fini avant. C'est-à-dire qu'il faut aller se prosterner, la kippa sur la tête à Yad Vashem, rallumer la flamme, faire des déclarations d'amour, inconditionnel et inamouré à l'entité sioniste, surtout pas défendre la cause palestinienne, bien sûr condamner le nazisme, le fascisme, la Shoah, l'antisémitisme, c'est-à-dire en quelque sorte avoir les pieds et les poings liés, puisqu'à partir du moment où on accepte tout ça, on accepte d'être l'esclave en quelque sorte de ces gens-là, hein, de cette puissance. Hein, voilà, c'est tout. Et donc à partir de là, effectivement, vous avez le droit, effectivement, tel un chien avec un collier au cou, vous avez le droit, effectivement, avoir une pâtée. C'est du La Fontaine, ça. Voilà, vous avez le droit d'avoir une pâtée de premier choix ou de second choix. Bon, voilà, vous avez le droit d'avoir un certain nombre d'avantages matériels en espèces sonnantes et trébuchantes. Bah, la soupe est bonne. Marine Le Pen peut avoir les 100 signatures, Bayrou les lui donne, elle peut accéder à la télévision, elle peut avoir 89 députés, heureusement qu'elle en a peu 88, sinon on sera rappelé Hitler. Bon, voilà, enfin bref, elle a le droit à un certain nombre d'avantages. Voilà. Donc c'est pareil en Italie, c'est pareil partout. Donc c'est là que vous voyez bien que vous pensez à Mélanie, là. Oui, Mélanie, c'est là que vous voyez que le jeu est complètement piégé, si vous voulez. Voilà. C'est pourquoi, personnellement, je pense que, je n'engage que moi, mais moi je pense qu'il est vain de participer au jeu électoral parce que de toute façon les dés sont pipés. Et que de toute façon, toutes les extrêmes droites, même les plus radicales au départ, dès lors qu'elles commencent à progresser au niveau électoral, elles renient tout. Parce que forcément, pour passer à la télévision, pour pouvoir bénéficier du financement de tel groupe industriel, ou bancaire ou autre et tout ça, il faut donner les gages jugés indispensables aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire qu'autrefois, dans une société catholique, il fallait être fidèle au credo, à la morale chrétienne, être baptisé, etc. Là, aujourd'hui, il faut entrer dans le cadre de quoi, voilà, faut dire ce qui est, ouais, puisque notre société, elle est on ne se rend pas compte que les gens sans se rendre compte finalement. Ils récitent un catéchisme. Moi par exemple, je donne un exemple. Hein. Je suis désolé près de moi qui n'a aucun intérêt, mais c'est pour vous montrer simplement quand même la force de ce que dit la télévision, ce que dit la radio, les journaux, etc. Moi il y a des gens de ma famille, alors pas de ma famille très proche, mais quand même, qui refusent de me voir, bien que ne me connaissant pas, ou ne me connaissant qu'enfant, je n'ai jamais rien dit ni rien fait de mal devant eux, etc. Tout simplement parce que ils me jugent antisémite, ils me jugent directeur d'un journal extrême droite, jugé néo-nazi, etc. Enfin, bon bref, avec tous les qualificatifs habituels hein, que certains rejettent et que d'autres portent comme une décoration. J'étais en train de me dire. Voilà. Non, en tout cas, enfin, peu importe. Bon, mais en tout cas, il refuse de me voir, carrément, vous voyez. Et même pour vous dire à quel point c'est très fort, c'est que je connais des gens qui ont vu clair sur la question du vaccin, vous voyez. Hein, quelqu'un qui refusait de se faire vacciner, etc. Et par contre, il veut pas me voir, il veut pas me rencontrer, même brièvement, parce que je serais antisémite. Alors il se rend pas compte que le vaccin, Israël, Pfizer, laboratoire. Enfin bon, y a des liens quoi. Hein. Oui, il voit même pas quoi. Hein. Il voit même pas. Il pense qu'il a tout compris parce qu'il a compris sur du vaccin, mais il voit pas que finalement ça marche avec Israël et Pfizer. Il fait pas les liens quoi. Voilà. Bon bah j'y peux rien. Mais si vous voulez, c'est là où on voit la force quand même des médias, si vous voulez. Hein. Voilà. Et je dois dire personnellement que je suis effaré de voir que même dans des écoles dites catholiques ce contrat. J'en ai des exemples proches de moi et autour de moi considérables. Qu'est-ce qu'on va leur faire voir comme voyage scolaire? Ils vont à Auschwitz. Hein. Alors que pour un collège catholique, pourquoi ne vont-ils pas honorer les martyrs de Vendée?
D'abord, le voyage reviendrait moins cher. Bon, en Vendée, il pourra en profiter éventuellement pour aller voir la synécénie de Ville-de-Villiers et puis du Fou. Bon, ça, c'est si on avait un vrai pays enraciné. Oui, mais non, mais je veux dire, parce que là vraiment, voir des paysans qui ont été vaillants, une épopée magnifique, tout ça, etc. Et le martyrologe, leur martyrologe, le martyr qu'ils ont subi, hein, là c'est quelque chose de vrai. Et là, on pourrait faire pleurer, quoi, je veux dire. Oui, avec les églises là-bas, il y a de véritables devoirs de mémoire. Tout à fait, un devoir de mémoire. Mais ça, je tout l'Ouest français. Tout à fait, tout à fait. Mais ça, j'ai jamais vu aucune école catholique, jamais vu aucune catholique faire ça en France. Par contre, elles vont tout à Auschwitz, quoi, je veux dire. Alors que les Juifs s'occupent de leur affaire, bon, c'est leur affaire. Ça me regarde pas. Hein. À la limite, ils font ce qu'ils veulent. Bon, mais que des petits Français, pour la plupart quand même catholiques de naissance, de baptême, etc. Bon, même si aujourd'hui malheureusement tout est abîmé et perverti par le modernisme, par la secte post-conciliaire. Mais malgré tout que dans les écoles officiellement catholiques, si vous voulez, aucune n'organise jamais un voyage en Vendée. Hein. Il y aurait à dire, et bon, et même Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort au XVIIIe siècle, tout ça, on pourrait faire des choses magnifiques, si vous voulez. Hein. Bon, voilà, ou d'autres choses, mais je pense à ça, puisqu'on parle toujours de peuple martyr, c'est bien eu un populicide, c'est bien quand même Vendée. Bon, et bien, ça on ne le fait pas, et par contre on les a mis à Auschwitz, quoi, voilà, c'est tout, je veux dire. Bon, bah, moi ça me scandalise, si vous voulez, je veux dire, parce que c'est Auschwitz, c'est pas notre mémoire, c'est pas notre truc, je veux dire, voilà, je veux dire, bon, voilà, moi j'ai rien à faire, hein, je vous le dis franchement, je veux dire, voilà, bon, donc c'est leur affaire, hein, bon, voilà, on n'est pas obligé, je veux dire, de donner sa petite pierre à leur édifice. Hein, je veux dire, moi je préfère construire une maison plutôt que celle d'en face. Hein, voilà, bon, surtout quand il n'y a rien à construire en face, d'intéressant. Bon, voilà. Donc, vous avez activé le mode Rambo, mais il va falloir que je recadre peut-être un peu l'entretien. Pardon. Et bon, on va peut-être. Dieudonné, ça m'inspirait. Oui, j'ai remarqué. Ça m'étraille dans tous les sens. Vous avez fait un carré, vous l'avez rempli. On passe à autre chose. Rempli de balles. Donc oui, vous avez parlé un peu de Marine Le Pen, mais à la limite, le deuxième sujet que je voulais voir, d'abord, c'est quelques nouvelles de Vincent Renoir. Oui, très bien. On reste un peu dans le même sujet quand même. Hein. C'est vrai, on avance petit à petit. Il y a des liens de cousinage, en quelque sorte. Hein. Ose agir de concubinage. Non. Bon, alors oui, en février, nous sommes censés savoir s'il va être extradé vers la France. Ce qui sera l'objet d'autres vidéos, j'espère, la 54e. Le mois suivant. Voilà. Donc, il y a encore du pain sur la planche, j'ose dire. Bon, alors effectivement, Vincent Renoir, donc peu choitisé. Eh bien, en l'occurrence, il se trouve en prison en Écosse, donc je reviens pas, hein, je fais vite parce que les gens vont se lasser à regarder les vidéos précédentes si ça vous intéresse. Voilà, bon, je parle aussi de Noël, enfin, vraiment, voilà. Mais si vous voulez, donc Vincent Renoir. De la nouvelle année en fin de voilà, non, voilà. Donc Vincent Renoir, né en 1969. Non, vous n'avez pas le jour de la naissance, ça va. Non, soyons sérieux. Donc Vincent Renoir est actuellement en prison à Édimbourg, petite ville charmante de l'Écosse. Non, j'arrête, soyons sérieux, 2 minutes. Bon, donc en fait, on va savoir au mois de février. Alors au départ, ça devait être le 23 février. Maintenant, il semblerait que ce soit le 9 février. Donc avec 14 jours d'avance, si je compte bien, on devrait avoir un premier avis sur une éventuelle extradition. Ce qui ne veut pas dire que l'extradition soit actée ou qu'elle ne le soit pas, ça ne veut pas dire que l'affaire juridiquement sera terminée, parce que, par exemple, dans l'hypothèse où le tribunal considérait qu'il doit être extradé vers la France, qui le demande, eh bien, il peut faire appel. Or, à ma connaissance, l'appel est suspensif. Et dans sens inverse également. Donc ça peut durer un certain temps. Il me disait qu'il y avait un de ses camarades de cellule de prison qui subissait une procédure d'extradition depuis 18 mois. Hein, c'est 18 mois qu'il est en prison. Oui. Donc ça peut durer quelques mois, mais ça peut durer 1 an ou 2. Hein, c'est possible. Avec les appels et tout ça, bon, surtout que j'ai l'impression qu'ils sont quand même assez, comment dirais-je, une forme de juridisme, semble-t-il, assez sourcilleux dans le droit britannique et dans le droit écossais. Donc on va voir ce qu'il en est. Les conditions carcérales semblent très satisfaisantes dans l'ensemble provincial, bien qu'il y ait eu quand même un petit durcissement ces derniers temps, et je vais vous dire ce qu'il en est, vous le saurez dans une prochaine vidéo. Non, je vais vous le dire tout de suite, le durcissement... je vais me gêner. Bon, non, dans le premier, un durcissement sur 2 aspects. Premier aspect, on est là pour 1 heure. Non, je vais être très rapide. Premier aspect, je sais qu'il a un grand talent de dessinateur, Vincent, et je trouve même qu'il a progressé dans les dessins. D'ailleurs, j'en ai publié plusieurs dans Riverol. Il y a le hall de la prison, il y a sa cellule. Il a même fait une carte de vœux pour le lecteur de Riverol. Bon, voilà. Bientôt, il fera un dessin de ses toilettes. Non, je plaisante. Bon, et donc il a un grand talent de dessinateur. Et donc, figurez-vous, ça paraît incroyable, mais c'est vrai. Hein, je suis sûr que c'est vrai. Sinon, je
le dirai pas, on n'est pas le 1er avril. Hein. Bon, eh bien, figurez-vous qu'il a été convoqué par le directeur de la prison, parce que, tenez-vous bien, eh bien, on lui a dit que ces dessins pouvaient favoriser les évasions de prisonniers, parce que comme forcément il y a des plans très détaillés de la prison, ça peut favoriser une évasion, et le directeur lui a dit, je suis désolé, mais je vais être obligé de faire un rapport. Non, je plaisante pas, hein, je vous assure. C'est pas une quenelle, Dieudonné. Il nous tient au courant et il aime bien dire que tout se passe bien. Oui, non, mais il y a ça. Non, mais ça, je voulais, non, mais il y a quand même des choses. Premièrement, ça. Et le vol dans sa cellule. Alors, ça, je te l'ai dit. Donc, ça, c'était le premier point. Et le deuxième point que vous avez fortement, vous avez évoqué, effectivement, hein, ce qui fait que je pourrais plus rien dire. Non, non, le deuxième point, c'est qu'effectivement. Si, vous allez dire en détail. Je vais me gêner. Bon. Non, le deuxième point, c'est qu'effectivement, ils sont venus fouiller sa cellule. Alors, c'est incroyable parce que ils disent que c'est au hasard. Mais Renoir, qui n'est pas né du hasard, je veux dire, bon, bah, il ne croit pas du tout à ça. Bon, il pense que c'est lié à tout ce qu'il a publié dans Riverol, fait publier, j'en sais rien. Bon, voilà. Mais toujours est-il que, d'abord, ils l'ont, excusez-moi, mais ils l'ont dénudé ainsi que c'est comme ça qu'on fait, hein, je veux dire, en prison, tout ça, y compris la fouille anale, etc. Non, mais excusez-moi d'être un peu, voilà, mais je veux dire, c'est affreux, hein, je veux dire, ouais, c'est très humiliant. Non, mais c'est très humiliant, etc. Donc, il y a ça. Et après, ils ont mis par-dessus, sans par-dessus-dessous, la cellule, hein, tout ce qu'il y avait, les objets, etc. Voilà. Et donc ils ont un fouillis terrible, ils ont mis 3h30, lui et son gros détenu pour pouvoir tout remettre en ordre. C'est vous dire à quel point ils prennent une cellule de 10 mètres carrés, hein, ils ont dû quand même mettre du désordre. Hein. Quand la police s'y met, elle fait pas les choses à moitié, si j'ose dire. Hein. Voilà. Eh bien, parce qu'ils cherchaient, tenez-vous bien, un téléphone portable illégal, secret. Hein, voilà. Et alors, ils en ont retrouvé un qui apparemment fait, il y a une sorte de carte aussi. Enfin, j'avoue, je ne sais pas bien comprendre. Ça dépasse mon niveau moyen d'intelligence. Mais d'après ce que m'a dit Vincent, il semblerait que, ben c'est quand même assez incroyable. Il semblerait que ce soit un ancien détenu qui a oublié ce téléphone, certes illégal, dans la cellule. De toute façon, c'est vrai que, s'agissant de Vincent, moi je suis bien placé pour vous dire que les interviews qu'il nous a données, les articles qu'il a rédigés pour nous, c'est uniquement par voie postale hein, que ça a été fait. Il m'a écrit, j'ai retranscrit, si vous voulez, ce qu'il avait écrit, et c'est tout. Je veux dire, c'est-à-dire qu'il y avait, on ne s'est jamais téléphoné par interview, voilà, c'était toujours par écrit, si vous voulez, que ça s'est fait. Bon, ce qui me semble tout à fait légal. Voilà, bon. Voilà, donc il y a cette deuxième difficulté. Alors je ne sais pas ce que ça donnera. Ils ont été privés, son co-détenu et lui, pendant 7 jours de récréation matinale, je crois. Voilà, ben c'est tout. Je veux dire, pour l'instant, on ne sait pas plus, mais il y a quand même un petit durcissement, si vous voulez. Voilà. Et donc, on en saura plus. Donc, je pense que dans notre prochaine vidéo, si Dieu nous prête vie, eh bien, on essaiera d'évoquer. On en saura un petit peu plus. Je pense qu'un feuilleton qui risque un peu de durer, on a le temps d'en parler, je crois, tout au long de l'année 2023. Ça va agrémenter l'année. Donc un sujet également d'actualité brûlante, les retraites, puisque Emmanuel Macron a annoncé dans son discours de Nouvel An qu'il allait y retoucher. Il y a eu une grève cette semaine également assez conséquente en termes de nombre de participants. Et donc qu'est-ce que ce sujet vous inspire Alors après 1 heure sur la Shoah, on va changer de sujet. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Il y a des retraités qui sont encore d'anciens déportés peut-être. Des miraculés. Des rescapés. Bon, alors, chaque jour plus nombreux. Alors, donc, c'est Noël tous les jours. Alors, donc pour revenir à la retraite, oui, c'est un sujet quand même fondamental, et c'est pourquoi nous n'en parlerons pas. Non, si. On va en prendre un petit peu. Ce n'est pas assez drôle. Si on va en parler. Alors, effectivement, l'année 2023 risque d'être assez chaude, et pas simplement chaud ananas, hein, mais chaude parce qu'effectivement, les gens en ont assez de ce que, d'une part, les cotisations sont de plus en plus élevées, et que, de plus en plus, leurs droits sont diminués, finalement. Bon, il est vrai que cette question du financement des retraites, alors elle repose certes sur un problème qui est réel, qui est un problème essentiellement démographique. Et vous avez vu, je crois que les organismes officiels, je crois que c'est l'INSEE, a dit ces derniers jours qu'il y avait une chute sans précédent de la natalité en France. Qui passe, je crois, sous le taux des 1,80 enfants par femme, et qu'on a, je crois, le nombre de naissances le plus faible depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, depuis 1946 précisément, et que d'une part, ça tient au fait que les femmes ont leur premier enfant de plus en plus tard, et que d'autre part, autour de la trentaine, et que d'autre part, les familles nombreuses, c'est-à-dire en l'occurrence les familles qui ont plus de 3 enfants, sont de plus en plus rares.
Hein. Et c'est-à-dire qu'autrefois vous aviez des familles nombreuses, et maintenant c'est exceptionnel. Et je dois dire que c'est très regrettable, parce que pour moi-même avoir une famille nombreuse, et pour en avoir connu auparavant, que c'est agréable l'établir où on est nombreux finalement. Et les gens ne mesurent pas la chance qu'il y a à avoir des familles nombreuses. Alors je dis pas qu'il n'y a pas des soucis, qu'il n'y a pas des difficultés, bien sûr. Oui, c'est un sacrifice, mais il y a des sacrifices aussi, bien sûr, mais on est quand même largement récompensé. On est largement récompensé, tout à fait. Et puis c'est dans la famille que les vertus domestiques peuvent s'apprendre, le dévouement, le partage, le sens de l'effort, les joies communicatives, etc. Bon voilà, je développe pas, mais je crois que c'est quelque chose. Je dois dire que des familles nombreuses, chez qui il y a vraiment de la joie, de la gaieté, a fortiori à la foi catholique, et de la joie, de la bonne humeur, la gaieté, c'est magnifique. Bon, voilà. Donc il y a ça. Et le problème de la natalité, oui. Il y a le problème donc de la natalité. Les actifs ne sont pas assez nombreux pour... Bien sûr, et on le sait depuis des années, on le sait même depuis des décennies, rien n'a été fait, bien au contraire. Rien n'a été fait par les gouvernements successifs pour favoriser cette natalité. Une politique familiale. Une politique familiale telle qu'elle était... Et contre l'avortement, évidemment. Telle qu'elle était au programme du Front National, canal historique dans les années 80-90, avec l'introduction d'un salaire maternel ou parental égal au SMIC, voire supérieur en fonction du nombre d'enfants, et qui permettait à la mère de famille de choisir soit de travailler, soit d'avoir des enfants et de pouvoir les élever, mais sans avoir de problème d'argent. Hein, voilà. Une revalorisation. Mais il ne fallait pas que ce soit un problème, justement, pour... Une revalorisation des allocations familiales, une politique de défense, d'accueil de la vie. Hein, et non pas d'avortement généralisé, une lutte contre la pornographie, une lutte contre toutes les formes d'immoralité, une promotion de la famille et des valeurs familiales sur tous les plans. Hein, voilà, sur un plan matériel, mais aussi sur un plan moral, éducatif, etc. C'est tout le contraire qu'il faut aujourd'hui, puisque dans les écoles, ce sont des groupes LGBTistes qui viennent pourrir, pervertir notre enfance, notre jeunesse. Hein, voilà. C'est-à-dire que d'un côté, c'est le train vers Auschwitz, ou plutôt je dirais l'avion vers Auschwitz, et d'autre part, c'est le LGBT. Donc avec ça, je veux dire, ils sont vraiment, il n'y a plus du tout de défense de l'être historique de la France, des saints, des héros, des martyrs qui ont fait la France, et aucun amour qui est fait de la famille nombreuse, etc. Bon, c'est abominable, hein, l'école. Et malheureusement, qu'elle soit publique ou qu'elle soit privée sous contrat, c'est finalement à peu près la même chose. Hein. C'est kiff bourricot. Voilà, bon. Donc c'est bien triste. Mais donc le problème des retraites, oui, il est réel. Mais enfin, cela étant dit, moi il me semble que ce qui est le plus important, c'est le nombre d'annuités. Et il me semblait que 40 ans d'annuités, dans le privé et dans le public, ça me paraissait quand même tout à fait suffisant. 40 ans, symboliquement, c'est l'échelle d'une vie quand même. Aller au-delà me paraît déraisonnable. Hein. Qu'on arrive à 42, 43, surtout quand vous avez des métiers très durs, des métiers manuels, etc. Les métiers manuels, vous savez, ouais. Et même je pense on arrête de travail, quoi. Bah, je pense, ouais, exactement. Parce qu'après on a le dos cassé, on a, enfin bon, je veux dire, les gens qui sont dans l'aide à la personne, femmes de ménage, ou même routiers ou autres, c'était complètement déraisonnable de les faire travailler 65 ans, surtout que c'est des gens qui en général ont commencé très jeunes, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, bon, il est aberrant de les faire travailler, alors que si on a juste 40 ans d'annuité, bon bah, ils peuvent espérer arrêter à 56, 57, 58, ce qui est déjà tardif dans des métiers très durs. Hein, bon voilà. Donc si vous voulez aller au-delà, après une aberration, si c'est uniforme pour tout le monde. Hein, bon voilà. Et d'autre part, bon, quand on veut trouver l'argent, on le trouve. Évidemment qu'il y a un déficit, hein, compte tenu du nombre d'actifs qui travaillent, etc. Mais encore une fois, il y a eu quoi qu'il en coûte de Macron. Si vraiment les retraites c'était une priorité absolue pour les pouvoirs publics, il fera en sorte de les financer quand même, parce qu'on pourrait bien faire des économies dans d'autres domaines. Tout ce qui est par exemple le tissu associatif. Hein, quand on voit les subventions qui sont données par milliards hein, à toute une série d'associations qui devraient éventuellement être comment dirais-je, financées par le privé, par leurs adhérents. Hein. Il n'y a aucune raison que l'association soit subventionnée, comme il n'y a aucune raison que la presse soit subventionnée. Hein. C'est pour ça d'ailleurs vous savez pourquoi ils subventionnent la presse, notamment la presse écrite, c'est pour la tenir. C'est pour ça. Nous on n'est pas subventionnés, c'est évident, on fait tout pour essayer de nous étouffer parce qu'on a une parole libre et insolente. C'est pour ça que vous avez exactement les mêmes choses du Figaro à l'Humanité, vous aurez la même chose sur Vincent Renoir, sur la Shoah et sur plein d'autres choses finalement, tout simplement parce que c'est la presse qui va dans le sens du régime, du système. C'est évident, je veux dire, voilà, bon, c'est facile à comprendre. Bon, c'est pour ça qu'ils la financent. Bon, et donc dans ce cas-là, c'est plus une presse libre, c'est une presse serve. Bon, et donc moi je suis contre toutes les formes de subvention, que ce soit d'associations, que ce soit à la presse, que ce soit n'importe quoi, aucune subvention. Les gens se débrouillent. S'ils arrivent par la qualité de leurs produits, la qualité de leur entreprise, leur effort, leur énergie, leur talent, leur charisme, qu'ils arrivent,
progressé, tant mieux, c'est merveilleux, mais on n'a pas à être spécialement aidé. C'est le cas pour la plupart des PME. Voilà, exactement. Bien sûr, enfin, je veux dire, va-t-on aider un boulanger à vendre son pain, un pâtissier à vendre ses gâteaux? S'il fait de bons gâteaux, s'il fait du bon pain, il aura des clients. Et s'il n'est pas paresseux pour mener à bien sa tâche, eh bien, il aura des clients, c'est évident. Bon, donc, ce qui est de qualité, quelqu'un qui est sérieux, il arrive quand même toujours à s'en sortir, même s'il y a des efforts, voilà, à condition de ne pas aussi être complètement assommé par les charges. Parce que le problème, il est là aussi. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, si on était à même de faire beaucoup d'économies dans une série de secteurs, si on considérait que des retraites décentes pour tous les Français qui ont travaillé, eh bien, c'est une priorité, il est évident qu'on pourrait quand même arriver à financer les retraites. Hein. Bon, voilà, c'est évident. Seulement, évidemment, on est toujours dans l'idée de réduire, et c'est quand même choquant, de réduire les droits des gens qui ont travaillé, souvent avec courage et difficulté, pendant de longues décennies. Et finalement, on favorise plutôt des gens qui sont au RSA, alors je dis pas que tout, il y a des gens qui sont au RSA qui peuvent faire autrement, hein, je mets pas ça en cause. Mais si vous voulez, on favorise quand même une culture du non-travail aujourd'hui, par rapport aux gens qui ont travaillé. Et c'est quand même, et c'est de plus en plus vrai. Moi, j'ai autour de moi le nombre de gens qui sont au RSA, par exemple, hein, et y compris des gens qui seraient tout à fait aptes à travailler. Alors, il peut y avoir parfois des accidents de la vie qui font que, mais si vous voulez, ça me paraît anormal qu'il y en ait autant que ça. Et tout est fait pour favoriser ça. Quelqu'un qui a au RSA qui est très gueuloir, il peut s'en sortir mieux finalement et sans payer d'impôts que quelqu'un qui gagne correctement sa vie en travaillant dur. Hein. Donc, si vous voulez, ça décourage, quoi. Et les gens qui ont une petite réussite professionnelle, qui gagnent correctement leur vie, ils sont assommés d'impôts et de charges. C'est impressionnant. C'est impressionnant à voir. C'est une certaine confiscation en France. Après, on s'étonne qu'ils aillent à l'étranger, mais à un moment donné, ça devient insupportable. Bon, ça tue l'énergie, ça tue l'enthousiasme, ça tue la volonté de continuer. C'est dramatique. Et c'est de pire en pire. Bon. Donc, si vous voulez, il y aura beaucoup de choses à faire. Bon. Et d'autre part, il ne faut pas se faire d'illusions. Il ne faut pas être naïf. Ce n'est pas un hasard si la question des retraites en 2023, ça se fait au même moment que le débat sur l'euthanasie. C'est-à-dire que le gouvernement veut légiférer, semble-t-il en mai, au printemps 2023, sur l'euthanasie, parce que l'euthanasie, comme l'expliquait avec son talent et son humour habituel le professeur coruscant Jean-Claude Martinez, bon ben, il n'y a pas 36 façons pour résoudre le problème des retraites. À partir du moment où vous ne pouvez pas augmenter les cotisations sociales, qui sont déjà très élevées, hein. Bon voilà, en France elles sont extrêmement élevées, et dans la mesure où vous ne pouvez pas non plus diminuer davantage les pensions qui sont souvent faibles. Je pense notamment aux pensions d'agriculteurs et de beaucoup de métiers modestes. Bon, les pensions sont vraiment faibles. Parfois, c'est moins de 40%, moins de 50% de tout ce qu'on a gagné. Alors, quand le salaire ou le revenu était faible, ça avait des pensions maigrelettes, hein, ou squelettiques. Bon, donc quand vous ne pouvez pas diminuer, vous ne pouvez pas augmenter les cotisations, vous ne pouvez pas diminuer non plus les pensions parce que ça devient invivable, quelle est la dernière solution qui vous reste? C'est de réduire le nombre des retraités. Et réduire le nombre des retraités, ça passe par l'euthanasie. Et l'euthanasie de masse. C'est aussi simple que ça. Et les vaccins peut-être. Aussi. Non mais c'est aussi simple que ça. Et c'est exactement ça. Il faut bien penser que les gens qui nous gouvernent sont des cyniques. Jacques Attali, dès le début des années 80, dans un livre en 1980, il avait dit que l'euthanasie, ce sera un moyen de masse. L'euthanasie de masse sera un moyen utilisé par les États modernes, parce qu'il disait, passé 65 ans, l'homme s'affaiblit. Lui, en passant, il a 80 ans cette année. Hein, donc ça s'applique pas à lui. Hein, voilà, ça s'applique pas à l'hyperclasse mondiale. Hein, lui, il est au-dessus de tout ça. Hein, voilà, je veux dire. Voilà. Ah, lui, au-dessus c'est le soleil, comme aurait dit Dieudonné. Bon, voilà. Le soleil sur les plages de Tel Aviv. Bon, mais voilà. Mais donc voilà. Mais comprenez bien que c'est évident. Donc il disait, passer 65 ans, les gens ne sont plus performants sur le plan économique et tout ça. Donc sous-entendu, il faut les tuer. C'est ça que ça veut dire. Hein. Et effectivement, il ne faut pas s'illusionner. Il y a des projets, on peut dire des globalistes en quelque sorte, de la nouvelle classe mondiale, appelons-la comme vous voulez, de diminution très forte de la population. Ils disent 8 milliards d'hommes, il y a trop d'hommes sur la Terre, et donc il faut diminuer. Et l'euthanasie de masse, l'avortement en est déjà un moyen, bien sûr, de masse, l'euthanasie en est un autre. Et donc on voit très bien que ce débat sur l'euthanasie, outre qu'il a bien sûr une dimension idéologique, les francs-maçons, quand j'aurais été pour cela, etc., bon c'est évident, comme ils sont à fond pour la crémation également, donc on voit le lobby maçonnique, etc., qui se cache pas d'ailleurs de ça, d'être pour l'euthanasie, parce que c'est-à-dire qu'en quelque sorte, c'est Dieu l'auteur de la vie, c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui la retire. Hein, et c'est une façon, en quelque sorte, d'usurper le rôle de Dieu.
Voilà, tout ça, c'est ça. C'est-à-dire que, voilà, et d'ailleurs, dans l'avortement, c'est pareil, mon corps m'appartient, etc. En plus, c'est ridicule, puisque, par définition, le bébé, il est certes dans le corps de la femme, mais il est différent. Mais il a son corps propre, il est différent, il est différent, donc c'est ridicule, en plus. Bon. Et puis, mon corps m'appartient, si mon corps m'appartenait, on aurait le droit de se suicider. On n'a pas le droit, moral, de se suicider, hein, ni de se mutiler. Hein, bon, voilà. Donc c'est aberrant. Mais le problème, c'est que les gens ne raisonnent plus de manière droite en métaphysique, parce qu'ils ont complètement perdu le sens des choses. Ouais, le principe de vie. Le principe de vie, voilà. L'athéisme de masse, si vous voulez, elle a des conséquences apocalyptiques, parce que finalement, les gens sont complètement perdus, si vous voulez. Voilà. Et il n'y a plus les repères, les balises du bien, du mal, tel qu'on l'avait autrefois, grâce au catéchisme, qu'on apprenait chez Monsieur le curé, à l'école, dans le foyer domestique, etc. Bon, maintenant, je veux dire, tout ça, c'est terminé, quoi. Oui, ce ne sont même plus des athées radicaux, ce sont des athées par défaut. Puisque même chez les conciliaires, finalement, ne compte que le catéchisme du droit de l'homiste et holocaustique. Hein, voilà, on va d'Anne Frank à Auschwitz, quoi. Je veux dire, on aller-retour continu. On n'est plus sur l'étape de la loi. Voilà, c'est ça. Donc c'est quand même dramatique, quoi, tout ça. Alors j'ai quand même un autre sujet d'importance que j'ai failli omettre, l'air de rien. France-Soir et la commission paritaire. Vous avez raison. Parce qu'on en avait parlé en plus au mois dernier en disant ils ont eu le même sort que Rivarol, donc vous voyez, ça ne s'arrête pas là. Et là, il y a une petite différence de traitement tout de même. Tout à fait, vous avez raison. Comme quoi, France-Soir n'est pas Rivarol, comme j'ai titré notre éditorial du 18 janvier, qui était d'ailleurs le jour de nos 72 ans. Rivarol, à 72 ans, il se porte comme un charme, même s'il a déjà des cheveux blancs. Et, bon, eh bien, en l'occurrence, s'agissant donc de François, oui, donc je résume rapidement pour les gens qui n'ont pas la chance d'avoir la couleur, que, en l'occurrence, François avait perdu le 30 novembre l'agrément de la commission paritaire, comme Rivarol à 6 mois d'écart, hein, voilà, hein, il y a 6 mois d'écart. Eh bien, figurez-vous que, comme nous, France Soir, à juste titre d'ailleurs, a saisi le juge des référés, hein, c'est-à-dire le tribunal administratif met dans sa section des procédures d'urgence, de référé, bon, et effectivement, contrairement à Rivarol, le juge des référés lui a donné raison en arguant du fait que la présidente de la commission paritaire, Madame Laurence Françoise Chény, avait dit à la commission Romer, qui est une commission qui à la demande du gouvernement, s'occupait, je cite, de la régulation des réseaux sociaux et de la lutte contre la haine. Bon, voilà, et bien à cette commission Romer, elle avait dit, interrogée sur François, elle avait cité le cas de François en disant que la seule solution d'enlever l'agrément de la commission paritaire à François, dont je rappelle que c'est une publication uniquement numérique maintenant, plus papier, hein, depuis quelques années, ouais. un site intranet, bon, voilà, et bien que cette publication numérique, on ne pourrait l'enlever que si on considère qu'il y a un défaut d'intérêt général, et notamment pour défendre la protection de la santé publique, qui serait menacée par les positions covido-sceptiques en quelque sorte de France Soir. Bon, voilà. Et donc, comme elle avait dit ça, le juge des référés a dit, elle avait déjà un jugement orienté et négatif sur François, donc il y a un doute sur l'impartialité de la décision qui était prise sur François et contre François, donc on la suspend. Il n'a pas le pouvoir d'annuler une décision, le juge des référés, il a le pouvoir de la suspendre. C'est-à-dire que maintenant, jusqu'au jugement de fond qui aura lieu probablement dans 1 an à 2 ans devant le tribunal administratif, cette fois-ci sur le fond, eh bien, au moins jusque-là, le statut a des avantages fiscaux, alors pas postaux puisqu'ils ne sont pas en papier, donc uniquement fiscaux, et c'est quand même pas négligeable, ils peuvent bénéficier de dons déductibles, je 66%, des impôts, bon, toute une série d'avantages fiscaux qu'ils vont pouvoir retrouver, au moins, jusqu'à la décision du tribunal administratif sur le fond, qui ne sera pas avant 1 ou 2 ans, compte tenu des délais habituels en ce genre de procédure. Voilà. Mais nous, contre Rivarol était impartial. Justement, ce que je dis dans mon éditorial, c'est que c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que la commission paritaire a pris une décision sous pression et sur ordre, si j'ose dire, puisque c'est dans une tribune dans le quotidien Le Monde, datée du 8 mars 2022, de Klarsfeld et de quelques autres présidents de l'ICRA, présidents de ce racisme, enfin ils étaient 34 en tout, voilà, qui demandait à la commission paritaire en toute urgence de se réunir pour nous enlever l'agrément de la commission paritaire. Et 3 semaines après la publication de cet article dans Le Monde, je reçois une lettre recommandée de la présidente de la commission paritaire qui dit il a été décidé de réexaminer votre certificat. Donc là, ils n'ont pas pu juger librement. Bien sûr, le certificat avant qu'il expire, parce qu'il expire 1 an après. Bon, voilà. Donc ils n'ont même pas attendu le renouvellement, ils l'ont fait en urgence, et en 1 mois, c'était liquidé. C'est-à-dire que, tel le chien, ils ont fait, on leur a dit de faire. C'est tout. Hein, ils ont déposé leur petite crotte malodorante, finalement. Non, mais on leur a dit de la déposer, c'est tout, c'est aussi bien, sans tirer la chasse. Mais je veux dire, non, mais c'est ça, c'est exactement ça, c'est tout. Je veux dire, bon. Mais comme il s'agit de Rivarol, c'est quand même un petit peu plus sulfureux que François.
puisque François n'aborde pas un certain nombre de sujets, Non. n'aborde pas... Ils ont été sympathiques que par n'aborde rapport à pas- la crise Covid. n'aborde pas les aventures en Écosse de Vincent Renoir, Certainement n'aborde pas toute une série de sujets, n'abordera pas la Fred Dieudonné comme on l'aborde, n'abordera pas la question israélo-palestinienne, il n'abordera que la question, il donnera juste la parole, ce qui est déjà pas mal, au professeur Perron ou au professeur Raoult, etc. Mais ça ira pas au-delà, quoi, voilà. C'est déjà bien, mais ça ira pas au-delà, voilà. Bon, voilà. Donc ça passe encore. Mal, mais ça peut passer encore un petit peu, voilà. Mais ça veut pas dire qu'ils vont gagner forcément définitivement. En tout cas, ils ont gagné ça. Nous, on n'a pas eu ce sursis, puisque on a été devant le juge des référés. Il a dit, oui, c'est un cas d'urgence, mais finalement, c'était quand même sérieux leur décision de la commission de critères, parce que c'est un journal antisémite. Donc circuler, rien à voir. Et on s'est prouvé dans le Conseil d'État, alors le Conseil d'État, ils ont fait encore plus fort. Ils ont même pas voulu examiner le pourvoi. Ils ont dit, c'est pas sérieux, de toute façon. Voilà. C'est pas sérieux, donc on n'examine même pas. Oui, le président de la section contentieux du Conseil d'État a ce pouvoir-là, hein, et donc en quelques lignes, alors il explique même pas, il démontre rien, il dit carrément c'est incroyable, il faudra que je le publie en Rivarol parce que c'est stupéfiant, hein, voilà. J'ai encore moi des naïvetés à 50 ans, quoi. Bon, et il me dit, et il dit donc dans cette lettre quelques lignes, il dit alors mais sans le démontrer, il dit manifestement le pourvoi manque de sérieux, donc on l'examine même pas, il n'y a même pas besoin de séances publiques, de dimensions contradictoires. C'est pas très affirmatif. C'est tout, voilà. Voilà, manifestement, il manque de sérieux, donc terminé, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Sujet suivant. Sujet suivant. Alors bon, les procédures sont terminées en termes de procédure d'urgence, puisqu'on ne peut pas aller au-delà du Conseil d'État, mais en revanche, on continue sur le fond. Bon, ça prend du temps, hein, donc je pense que d'ici un an, probablement d'ici un an environ, on devra avoir une décision du tribunal administratif. Si elle nous est défavorable, comme on peut le craindre, on ira devant la Cour d'appel administrative, et si elle nous est encore défavorable, on pourra aller devant le Conseil d'État et éventuellement encore après devant la Cour européenne des droits de l'homme, et ça peut traîner des années encore, donc on a le temps d'en reparler. Ça aussi, oui, ça fait un sujet en suspens qui peut revenir. Je vous permets un petit mot rapide sur Marine Le Pen, supplémentaire, puisque très rapide. Car Marine Le Pen m'inspire peu. Elle avait dit qu'elle était pour la dissolution des groupes radicaux, dont l'extrême droite, voire surtout. Oui, effectivement, après la demi-finale de football, de la Coupe du Monde de football entre la France et le Maroc, il y a eu une manipulation politico-médiatique. On a fait croire que l'extrême droite en France aurait ratonné par milliers des Marocains en France. Enfin, c'est hallucinant. Moi, j'ai regardé très minutieusement toutes les vidéos disponibles sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas vu l'ombre d'un début d'une ratonnade ou que ce soit. Si jamais il y a de nos amis qui en voient, moi, je suis prêt à me rétracter si on me le démontre. Mais jusqu'à présent, j'ai rien vu. Donc, j'ai l'impression que, si vous voulez, autrefois, il arrivait qu'on grossisse les faits, mais là, maintenant, on les invente complètement, quoi. Je veux dire. Non, mais c'est hallucinant, quoi. Je veux dire. Donc, on s'appuie sur quelque chose qui n'est pas du tout prouvé, qui, à mon avis, est ce qu'on appelle une fake news, hein, pour reprendre un mot à la mode, une fausse nouvelle, une fausse information. Eh bien, en l'occurrence, on s'appuie là-dessus, Marine Le Pen s'appuie là-dessus. Encore une fois, il n'y a rien. D'ailleurs, c'est si vrai que je crois que même les quelques personnes qui ont été appréhendées de la mouvance dite nationaliste, elles ont été relâchées, il n'y a rien du tout, il n'y a rien de sérieux. Le dossier est vide. Comme à chaque fois qu'on prend le groupe d'extrême droite terroriste, quand on regarde un peu les choses de près, il n'y a rien. Je veux dire, aucun n'est passé à l'acte, aucun même n'est prêt de passer à l'acte. Alors c'est sûr que si on rentre dans les intentions des gens, dans les arrière-pensées, etc., on peut toujours essayer de démontrer tout de manière arbitraire, hein, c'est évident. Mais si on regarde les faits, et les faits seuls doivent être regardés, il n'y a rien. En général, il n'y a rien. Bon, voilà. En plus, quand on connaît un peu la mouvance, bon, quand on voit le nombre de pieds nickelés qu'il y a dedans, etc., de bras cassés, de pieds nickelés, ou je veux dire, de toute façon, penser qu'ils réussiraient à faire un acte terroriste véritable et tout ça, hein, je demande à voir. Hein, je veux dire, il faut se lever tôt le matin. Bon, voilà. Bon, voilà. Bon, donc bon, ça c'est une autre question. Bon, bref. Enfin bon, quoi qu'il en soit, voilà. Bon. Donc il n'y a rien, et finalement on nous présente vraiment comme si c'était, comment dirais-je, le retour de la nuit de cristal, de la nuit des longs couteaux, hein, je veux dire, bon, même si là aussi c'est très exagéré, bon voilà, déjà, bon bref, peu importe, enfin bon, je veux dire, c'est hallucinant, hein. Bon, il y a rien, bon. Et donc Marine Le Pen, de sa plus belle plume, écrit au Premier ministre, Madame Elisabeth Borne, Borstein, donc pour dire qu'il faut qu'elle sévisse et rapidement et fortement contre les différents groupuscules d'évidence d'extrême droite. Alors elle a dit un petit quelque chose sur l'extrême gauche aussi vis-à-vis de son électorat, elle pouvait quand même faire moins, mais enfin elle le fait au moment où on cible l'extrême droite, quoi. Donc c'est quand même très ciblé. Elle lit les groupuscules, c'est très clair que, et d'ailleurs c'est comme ça que ça a été interprété à juste titre, c'est les groupuscules d'extrême droite dont elle demande la dissolution, l'interdiction, c'est hallucinant. Alors elle donne pas les noms, hein. Donc bon, ça reste très large, on va mettre ce qu'on veut dedans, hein. Mais enfin je veux dire, c'est quand même intéressant. Vous vous rendez compte jusqu'où va cette femme, quoi. Vous vous rendez compte jusqu'où vont ses reniements, ses reptations, et malheureusement, parce qu'il faut voir les choses en face, ça ne lui nuit pas. C'est-à-dire que plus elle fait ça, plus paradoxalement elle a des chances d'arriver à l'Élysée un jour.
Bon, je suis sûr que ça suffira pour légaliser. Mais en tout cas, plus elle est intégrée dans le système de manière hallucinante, si vous voulez. Hein. C'est pourquoi, quand on m'avait reproché, il y a une vingtaine d'années, parce que moi, dès le départ, sur Marine Le Pen, j'ai dit les choses. Hein, on me l'a assez reproché d'être cash. Et d'ailleurs, elle m'a fait 3 procès depuis, hein, tous perdus par moi. Mais bon, c'était quand même que des amendes. Bon. Mais si vous voulez, parce qu'on ne peut plus rien dire maintenant. Je ne peut plus rien dire. Retrouver une certaine liberté de la presse. Bon, on pouvait, des personnalités publiques, on pouvait quand même un petit peu s'en moquer un peu, les attaquer. Bon, dès lors qu'ils faisaient des déclarations publiques, c'était normal, me semble-t-il, qu'on pu réagir ou riposter. Bon, enfin, peu importe. Bon, voilà. Mais enfin, quoi qu'il en soit, eh bien, Marine Le Pen, c'est de pire en pire, c'est de pire en pire. On sait qu'elle s'est prononcée pour la constitutionnalisation du droit à l'avortement. Enfin, je veux dire, en s'opposant tout y passe, quoi. Il n'y a plus qu'à tirer l'échelle, quoi. Je veux dire, voilà, c'est effrayant, si vous voulez. Et c'est de pire en pire. Et sera de pire en pire parce que, si vous voulez, c'est un peu comme l'Église conciliaire. Elle accompagne d'avance toutes les évolutions vers la décadence, vers la barbarie, tout ce qui est inversion diabolique dans tous les domaines, moral, sociétal, voilà, institutionnel, voilà, sans limite, si vous voulez. Hein. Son cœur et son esprit sont acquis d'avance à tout ça. Voilà. Donc au reniement de tout ce qui a été l'héritage de la France, de la droite nationale, voilà. Donc il faut diaboliser Pétain, faut diaboliser tout ce qui est à sa droite. Il faut même vous avez vu ce qu'elle a fait vis-à-vis de son père, tout ça. Bon voilà, voilà. Maintenant c'est le problème plus Jeanne d'Arc. Bon, c'est fini. C'est vraiment la grande liquidation. Il n'y a plus rien. Ouais. Tout est passé à la lessiveuse. Voilà. Y compris les souverainistes et les identitaires. Donc, voilà. La déménageuse a tout passé à la lessiveuse. La camionneuse et la centrifugeuse. Voilà. Ça faisait longtemps, ça. Oui. Donc, pour revenir aux fondamentaux. Juste avant de boucler le sujet, oui. Quelque chose quand même sur les églises, avec le propos provocateur de Roselyne Bachelot disant qu'au 19e siècle on a trop construit d'églises et qu'il va falloir on les entretient plus, etc. De toute façon, je pense qu'au-delà de la provocation que vous évoquez, je pense que dans les années qui viennent, il y aura, ça a déjà commencé, mais je pense que ça va être très accéléré, il y aura une destruction des églises dans les villages, dans les paroisses, puisqu'effectivement l'entretien coûte cher et que quasiment plus personne n'y va, quasiment plus d'office, etc. Je pense que ce n'est pas encore fait parce que vous avez encore un ensemble de gens septuagénaires ou octogénaires et qui votent. Eux votent en général à toutes les élections et c'est pour ça que je pense que ce serait risqué de perdre leur voix, leur suffrage. Je pense que c'est ce qui ralentit un petit peu l'opération. Mais il est évident que d'ici une dizaine d'années, 10 ans, 15 ans maximum, quand tous ces gens auront disparu pour des raisons biologiques, puisqu'on le voit quand on va dans les campagnes, à la sortie des églises, lorsqu'il y a des offices, ce sont essentiellement des gens âgés, et d'ailleurs beaucoup plus des femmes que des hommes. Bon, et la moyenne d'âge, elle est supérieure à 70 ou 75 ans. Donc si vous voulez, c'est mathématique. D'ici 10 ans, soit ces gens-là sont morts, soit ils sont dans des EHPAD, et par conséquent, ils ne vont plus dans les églises, dans les édifices religieux des différentes paroisses, ce qu'il en reste. Bon, tout ça est très déformé par Vatican II et ce qui s'ensuit, ça c'est encore une autre question, mais il est évident que d'ici une dizaine d'années, c'est fini tout ça. Et j'ai souvent pensé à ça. Je pense souvent quand je vois des églises, même quand je vois des cimetières d'ailleurs, je me dis quel est le temps de vie de ces édifices, parce que vous savez, les cimetières, pour des raisons pseudo-écologiques, ils finiront par nous dire faut tous être cramés, faut tous être incinérés, et ils détruiront les cimetières. Je suis convaincu. Même ça peut... moi je suis convaincu. Moi je suis alors peut-être moins rapidement que les églises. Moi je suis convaincu, j'espère de tout cœur me tromper, mais je pense que dans retenez bien ce que je vous dis, je pense que dans les décennies qui viennent, dans les 10 ans, 20 ans, 30 ans maximum, je pense que les églises et les cimetières seront quasiment, sinon en totalité, du moins en grande partie détruites. Ça, je pense. Je pense que ça va être des incinérations à la masse, c'est-à-dire que où on mettra les cendres soit dans des jardins, soit créments qui seront dispersés je ne sais où, et voilà, sans aucune trace, ce qui est affreux, quoi, qui est une façon de nier la résurrection de la chair dans le credo. Bon. Et d'autre part, on trouvera des raisons écologiques à tout ça, que ça prend de la place, que c'est dangereux, etc. Oui, c'est déjà n'importe quelle folie, voilà. Comme on dit que président écologique, il ne faut pas faire d'enfants, enfin c'est la même chose, voilà. Bon, il y a ça. Et d'autre part, pour les églises, on dira peut-être qu'il n'y a plus personne qui va, il n'y a plus d'office et tout ça, ça coûte très cher, réparer le clocher, voilà. Donc, par contre, je pense qu'on laissera en place l'église de Radour, par contre. Mais le ministère de la Culture va sélectionner les choses. Oui. Déjà qu'ils financent beaucoup l'art contemporain, il ferait mieux de préserver le patrimoine. Ils ont même préservé d'ailleurs, le confessionnal en bois et l'autel en bois de la Sainte Vierge dans l'église de Radour.
dont on dit qu'elle a brûlé. Bon, voilà. Alors, bon, bref. Mais quoi qu'il en soit, donc les églises, en quelque sorte, ne l'attendez pas. Les églises, s'il y en aura pour tous ce soir. Donc, c'est le début de l'année. Hein. Voilà, il faut quand même, voilà. Puis il n'y a plus maintenant choix d'ananas. Et alors donc, non, mais fondamentalement, il faut bien comprendre que, et là je suis très sérieux. Non, je pense qu'on va vraiment dans les années qui viennent. Et encore une fois, il faudra s'opposer par tous les moyens dont on dispose, même s'ils sont limités, à la destruction des églises. Et non seulement à la destruction des églises, mais on le voit très bien, même à la destruction des statues. Hein, j'ai vu qu'ils vont démonter une statue de la Sainte Vierge de Ré. Ils veulent détruire une statue de l'archange Saint-Michel au Sable d'Olonne, etc. Et dans toute une série de collines et de montagnes où nos aïeux ont planté des croix, souvent elles sont vandalisées, les croix, ou des groupes maçonniques comme la Fédération de la Libre Pensée, la Ligue des Droits de l'Homme ou autres s'emploient à les faire détruire. Et en général, ce qu'ils font, ils vont dans le tribunal administratif et au nom du dogme de la laïcité, et ben finalement, qui vont détruire. Voilà. Et en général, les juges vont quasiment tous dans le même sens. C'est vrai également pour les crèches. Bon. Et donc à moins d'un renouveau de la foi qui soit quand même assez massif. Moi, je pense que non seulement disparaîtront les églises, mais disparaîtront effectivement aussi, ça a déjà commencé, les calvaires, les croix, les statues de la Sainte Vierge, des saints, des archanges, etc. Ça, je suis convaincu que de plus en plus, on va voir ça et qu'il risque d'avoir une accélération, une aggravation de cette situation. Et ce sera rendu d'autant plus facile qu'il y a une déchristianisation massive, qu'il y a beaucoup de gens ceux qui ne sont pas catholiques convaincus, ça les dérangera pas, même pour certains d'entre eux, ils seront contents. Et c'est quelque chose de grave parce qu'au-delà, évidemment, du caractère blasphématoire et sacrilège de tout ça, qui est évident, il y a le fait aussi que, en changeant le paysage d'un pays, on en change l'âme. Parce qu'il est évident que lorsque l'on voit une église sur un coteau, sur une colline, etc., un joli cimetière et tout ça, ça nous rappelle l'âme de la France traditionnelle, la France des vertus, la France qui croyait, la France que raconte d'ailleurs Le Pen dans le premier tome de ses mémoires sur sa Bretagne natale, par exemple. Hein. Bon, et donc c'est une façon aussi de couper le lien avec les générations et de détruire, pas simplement symboliquement, mais réellement la France traditionnelle et tout ce qui nous relie encore à cette France du passé, c'est-à-dire à nos racines et à tout un héritage, à toute une lignée. Et on voit très bien que c'est ce qui est voulu. Et on voit très bien qu'il y a une accélération qui est effrayante. Et effectivement, je crains que dans les 10-20 ans qui viennent, avec la mort, si vous voulez, de ce qu'on appelle les boomers, c'est-à-dire des gens qui sont nés à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 45-50, et qui maintenant arrivent à être octogénaires, hein, ou pas loin d'être octogénaires, et qui donc dans quelques années mourront, ou ne seront plus en état de fréquenter les églises. Effectivement, je pense que dans ce cas-là, il va y avoir vraiment une accélération extrêmement rapide, je crains, de ces destructions. C'est vrai que c'est effrayant parce qu'on sera de plus en plus, on l'est déjà beaucoup, mais on sera de plus en plus et même totalement dans la société qui sera du centre commercial, du stade et de l'oncopole. Hein, c'est-à-dire du cancéropole, enfin des grands hôpitaux, etc. C'est-à-dire, il y a des liens d'ailleurs entre l'un et l'autre, puisque finalement la nourriture effrayante qu'on mange, l'air qu'on respire, ça favorise les cancers, etc. Enfin, voilà, une société, et finalement cette société de la grande distribution, cette société du cancéropole et cette société des stades, c'est quand même la société matérialiste qui est contraire de la société traditionnelle, quoi, hein, voilà, et qui nous détruit, nous avilit, nous asservit. Voilà. Donc effectivement, il faut lutter contre ça, mais il ne faut pas se faire d'illusions. C'est ce vers quoi on s'oriente, et c'est ce vers quoi ils veulent nous orienter. Vous nous vendez un cauchemar, mais du reste, vous avez des éléments réalistes. Malheureusement, c'est ce qui va se passer. Hein, voilà. Et alors, petit mot, la fin avec le décès de Benoît XVI, oui. L'abbé Ratzinger et... je vais être très rapide là-dessus, parce que je crois qu'on a déjà été très long, été très long, mais disons que, si vous voulez, bon, il y aura beaucoup de choses à dire. Hein. C'est un peu le pape des semi-tradis aussi Non, je pense que ce qu'il faut dire, effectivement, c'est qu'on a tendance à opposer, souvent dans nos milieux, enfin, une partie de nos milieux, Bergoglio, Ratzinger, alors qu'en réalité, certes, il y a des différences entre les deux hommes, c'est vrai, mais fondamentalement, ce sont des hommes de Vatican II et des modernistes. Sauf que l'un, c'est un modernisme de gauche, progressiste, assumé comme tel, et l'autre, c'est un modernisme, on dirait, de droite. Si tant est qu'il y a un modernisme de droite, hein, c'est un petit peu... Mais il avait théologisé contradiction dans les termes. Complètement. Et ça, tout à fait. Et ça a été même un des plus, comment dirais-je, puisqu'il était le théologien du cardinal Frings, qui était un des éléments les plus modernistes et les plus progressistes et les plus novateurs, disons, les plus avant-gardistes à Vatican II. Et effectivement, en fait, il a
inventé de manière, je dirais, assez habile, d'autres diront machiavélique, cette notion d'herméneutique de la continuité, qui laissait entendre que, au fond, finalement, au-delà de disparités apparentes, de divergences apparentes, il y avait une continuité entre l'avant Vatican II et le Vatican II, ce qui est faux. Parce que je veux dire, ce qui est faux, parce que et la nouvelle messe. Voilà, ce qui est faux, c'est qu'il est facile de démontrer qu'il y a un changement à 180 degrés sur le plan doctrinal, pastoral, disciplinaire, liturgique, enfin à tout point de vue. Bon, je vais le démontrer ici, j'ai fait de longs articles là-dessus, parce qu'ils sont déjà très longs, mais enfin, c'est très facile à démontrer, et également aussi bien sûr au niveau liturgique. Et donc, si vous voulez faire à croire qu'au fond, au-delà de quelques divergences apparentes ou de détails, il y aurait une réelle continuité entre l'Église d'avant Vatican II, le magistère d'avant, le magistère traditionnel, et ce que l'on vit depuis 60 ans, c'est faux. Je veux dire, ça reste pas l'examen. Hein. C'est tout à fait le contraire. Que ce soit. Oui, et il faut dire aussi, et puis il faut dire que François, Bergoglio, Ratzinger, au fond, sont fidèles aux fondamentaux de Vatican II, qui sont la liberté religieuse, l'écuménisme libéral, la collégialité et, disons-le, la soumission à la synagogue, hein, puisque je veux dire, tous, Ratzinger, quand il était à Auschwitz, il a même dit un blasphème en disant pourquoi Dieu s'est tu, reprenant les blasphèmes de la religion choatique sur cette question, ce qui est abominable. Hein, voilà. Bon, et il était complètement, enfin, comme d'ailleurs Jean-Paul II, mais nos frères étaient dans la foi vis-à-vis des Juifs. Je veux dire que la lecture juive de la Bible était possible, c'est-à-dire que, en quelque manière, on peut faire l'économie de la divinité du Christ, c'est-à-dire qu'au fond, ce qui signifie, si on est logique, que soit le Christ n'est pas Dieu, soit s'il est Dieu, c'est tout à fait superfétatoire et inutile, superflu, quoi. Bon, voilà, ce qui est un blasphème, ce qui est abominable. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, ça c'est quand même grave ici, mais on n'insiste pas assez sur le fait quand même que Vatican II, c'est une adhésion à la philosophie des Lumières. D'ailleurs, Cardinal Suénin, ça veut dire que c'était 1789 dans l'Église, et le Père Congar a pu dire que l'Église avait fait sa révolution d'octobre, puisque ça a commencé en octobre 62, Vatican II, bon, ce qui est très juste, hein, bon, mais il faut bien voir que c'est aussi, et surtout, une soumission à la synagogue. Hein. C'est une infiltration juive dans l'Église. Hein. C'est-à-dire qu'en réalité, et les livres de Léon de Ponce, c'est-à-dire que 2000 ans, près de 2000 ans après, c'est la victoire du Sanhédrin sur le Christ. Voilà, c'est ça. Enfin, une victoire apparente, hein, puisqu'on sait très bien que c'est le Christ qui est vainqueur pour l'éternité, etc. Mais c'est une revanche. Disons que c'est une revanche. Pour être plus précis, c'est une revanche de la synagogue, quoi. C'est clair, c'est évident. On accuse plus les Romains que voilà, les Juifs, c'est une soumission, les humains en général. C'est une soumission, et d'ailleurs on voit très bien à quel point, je veux dire, les conciliaires, c'est complètement choitisé. Bon, voilà. Et en plus, maintenant, vous avez vu, ils favorisent de plus en plus l'accueil des transgenres, des LGBT. J'ai vu que le diocèse de Metz, le 21 janvier, jour de la mort de Louis XVI, et le jour de Sainte-Agnès, qui est une grande fête hein, dans l'Église catholique, la Vierge martyre, la Vierge pure, la Vierge aux mille vertus, eh bien, qui a gardé précieusement jusqu'au bout sa virginité, son innocence, sa pureté, eh bien, ils disent, c'est pas un hasard, le 21 janvier, ils accueillent donc, et c'est pas une initiative marginale d'un clerc, je dirais, particulier ou extrémiste. Non, c'est le diocèse de Metz en tant que tel, et il est même dit dans la dynamique d'Amoris Laetitia, c'est-à-dire dans la dynamique de la pseudo-encyclique de Bergoglio, hein, de François Zéro. Bon, voilà. Et donc l'accueil des transgenres et des personnes homosexuelles. En plus, il a ouvert plus ou moins la communion aux divorcés non mariés, donc à quand faire communier les travelots, etc. Ah bah de toute façon, on y va plein. Moi, je vous ai annoncé ce que je vous ai annoncé pour les églises et les cimetières. Là, je vous annonce, on irait droit avec ça. En roue libre. En roue libre, ça sera de pire en pire, je veux dire. Et je vous annonce même que d'ici quelques années, là aussi, dans les 10 à 20 ans, à mon avis, on aura des femmes prêtres, pseudo-prêtres, etc. Et même au-delà. Comme il y en a plus chez les protestants et tout ça. Ah oui, ça viendra comme de toute façon, la mentalité Vatican II est un peu de les copier en plus. Dans le testament spirituel de Benoît XVI, bon, ça commence avec des choses familiales, patriotiques, qui sont pas horribles, mais c'est très inquiétant ce qu'il dit après, parce qu'il y a toujours des pratiques de la foi, garder la foi, et en fait, la foi est complètement indéfinie. Le Christ est nommé à 0 reprises, la Vierge Marie à 0 reprises. J'ai été surpris dans le tweet qu'a fait Le Pen le jour de la mort de Ratzinger, le 31 décembre 2022. Il a dit, en lui rendant hommage, qu'il était à la fois le serviteur de la foi et de l'incrédulité. Je trouve ça étonnant, parce que je veux dire, soit on a la foi, soit on est incrédule, on base les deux à la fois. Mais c'est vrai que Ratzinger, quand on lit un petit peu ses discours, ses interventions, finalement, il promeut le doute.
Bon, le doute, l'athée doit douter, le croyant doit douter, donc on doit se réconcilier dans le doute. C'est grotesque. Je veux dire, bon, si on a la foi, on doit avoir une foi vive. Je rappelle que le Christ dit qu'il faut avoir une foi à transporter les montagnes. Bon, voilà. Donc, cheville au corps. La foi doit être cheville au corps. Elle doit être nourrie justement par des lectures, par la prière, par les sacrements, par toute une vie d'effort et d'union à Dieu. Bon, voilà. Et donc, c'est quelque chose qui est absolument effrayant. Voilà. Donc, vous voyez, même Le Pen qui a reçu quand même une éducation catholique, un catéchisme, tout ça, sortir des choses comme ça, moi ça me dépasse, si vous voulez. C'est là qu'on voit qu'après 60 ans... il est bien identifié, en tout cas... c'est là qu'on voit qu'après 60 ans de naufrage conciliaire, oui. Mais enfin, lui, ça n'a pas l'air de le choquer, au contraire, puis il rend hommage pour dire ça. Non, mais 60 ans après le naufrage conciliaire, voilà, on en est, quoi. Je veux dire, on en arrive à sortir des hérésies, des choses scandaleuses, abominables. Enfin, des aberrations. Des aberrations. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter une bonne et faste année. Pardon d'avoir été trop long, hein. Vous couperez sinon. La Teshuva de Dieudonné était... C'est vrai, il y a une actualité riche. À très bientôt, chers amis. Merci beaucoup.